participants de l'expédition 5300, expédition scientifique qui a lieu dans la plus haute ville habitée du monde, au Pérou. Vous devriez pouvoir d'ailleurs acheter son prochain livre sur l'expédition. Et dans son CV, il m'a souligné aujourd'hui qu'il avait été élu Mister Univers 2021 et vainqueur de l'UTMB 2021. Alors sur les deux affirmations, je sais qu'il y en a une de fausse parce que j'ai regardé les résultats de l'UTMB. Voilà. Voilà. Il nous parlera ce soir du cœur d'athlète, notamment des risques de mort subite. Pour revenir à la journée du CERNA, il nous présentera dans la conférence du CERNA justement une partie des données de cette expédition assez extrême et impressionnante d'un point de vue social, médical, scientifique. Donc le 4 décembre, donc vous êtes les bienvenus, tous et toutes, médecins, non médecins, médicaux, paramédicaux ou non paramédicaux ou non médicaux. On accueille également le docteur Gilles Damalix, médecin du sport et médecin généraliste renommé de Saint-Pierre-d'Albigny. Je ne sais pas si tu es encore médecin de la Ligora de triathlon. Non, ça a changé de gouvernance. Voilà. Voilà. Pratiquant lui-même, je crois, si je ne me trompe pas, triathlète et parent de triathlète. Je n'ai pas de petite information particulière comme j'en ai à propos de mon palmarès sportif. Non plus. C'est trop long. Voilà. Il abordera les désordres électrolytiques à l'effort, la gestion des urgences. On accueille également Adrien Vanier, qui est kinésithérapeute de l'équipe AG2R le mondial, non, AG2R Citroën Team. Ils ont rajouté Citroën, vous savez, le fabricant de véhicules à 4 roues que le monde entier nous envie. Ils ont même appelé une voiture Cactus. Ça pique même de le dire. Donc, troubles posturaux et vélo. Et puis, pareil, pas de petites infos sympathiques, mais on en trouvera. Et pour finir, Fabrice Descombes, renommé médecin généraliste et médecin du sport de Chambéry. Pareil, en niveau médical, médecin des équipes de France de ski, de hockey sur glace, médecin du club de hockey de Chambéry, du rugby de Chambéry, et aujourd'hui également un des piliers médecins de la G2R Citroën Team, qui nous parlera, lui notamment, des troubles du comportement alimentaire et de l'aménorrhée secondaire, mais également des fractures de fatigue. Pour la petite histoire, on m'a signalé que Fabrice était victime d'une récente blessure ce week-end sur le 10 km d'Aix, donc plutôt pour raison de sous-entraînement que de sur-entraînement. Voilà. Voilà. Pour en terminer, notre maître de cérémonie, notre modérateur, Julien Couder, kiné depuis 2009, membre des équipes de France, des kinés des équipes de France de biathlon pendant 4 années, lui-même ancien athlète de haut niveau en triathlon. J'ai des biathlètes qui regrettent encore d'avoir essayé d'aller courir et faire du vélo avec lui. Il brûle un cierge régulièrement pour essayer de récupérer, de pouvoir te suivre. Pour information et pour vous donner un peu le niveau de la personne, il a décidé d'arrêter le haut niveau et de se consacrer à ses études de kiné, et tant mieux pour ses patients. S'étant trouvé trop nul pour vivre du triathlon, surtout en jour de 2005, où un genou sur classe sur un sprint à l'arrivée des championnats d'Europe pour la 20e place. Sauf que le gars en question, Alistair Brownlee, genou à l'époque, est maintenant double champion olympique en 2012-2016, double champion du monde 2009-2011 et quadruple champion d'Europe. Donc il y a un petit niveau quand même. Voilà. Donc, je passe la parole. Okay. Bonjour à tous. Merci déjà Stéphane et Fabrice de m'avoir convié. Donc, moi, je suis là aujourd'hui comme médiateur. Donc, je suis un peu le gars qui va faire chier parce qu'il faut que ce soit timé. Voilà, je vais juste simplement vous demander de rester dans les sujets, sur les questions, sur les échanges que vous allez avoir avec les intervenants pour pas que ça parte un peu dans tous les sens. Et puis qu'on ressorte avec les idées claires sur chaque sujet qui est abordé. Voilà. Bon, le thème du jour, c'est un corps surmené, donc c'est souvent la première idée quand on explique aux gens qu'on fait du triathlon. C'est le premier truc qui vient à l'idée.
Je me suis penché un peu sur la littérature scientifique spécifique au triathlon. Elle est assez pauvre. N'empêche que tous les auteurs sont d'accord pour dire que 80% des pathologies du triathlète sont des pathologies de surcharge. Donc voilà, le thème est bien choisi avec le triathlon. Du coup, ce soir, on va avoir 4 intervenants. Et on va commencer tout de suite avec le docteur Stéphane Doutrelot qui va vous parler du cœur d'athlète et des accidents, des morts subites, etc. Et les pathologies cardiaques qui peuvent être liées à notre pratique. Voilà. Merci. Bon, effectivement, je n'ai pas gagné l'UTMB, hein, mais il y en a beaucoup qui le savent. Pour avoir été sur la ligne. Donc, effectivement, donc, je suis cardiologue au CHU de Grenoble, dans l'unité de médecine du sport. Et puis, ce soir, on va parler de peut-être le sujet le moins sympathique, hein, puisqu'on va parler d'impact sur le cœur. Il y a beaucoup d'impacts positifs, mais il y a aussi malheureusement pas mal d'accidents. Et c'est vrai que pour nous, cardiologues du sport, le triathlon, c'est l'un des sports réputés pour être le plus dangereux sur le plan cardiaque. Alors, on va vous donner quelques infos du pourquoi et de ce qui pourrait se passer. Le but est bien sûr pas que vous redonniez tous votre licence en sortant de la salle. Il y a quand même des choses très, très positives, mais c'est quand même assez intéressant après pour conseiller, enseigner et puis discuter avec les athlètes. Bon, ce n'est pas un cours, hein, donc n'hésitez pas à m'interrompre et puis à discuter. Je ne sais pas combien de temps on a, en fait, monsieur le modérateur. 15 minutes. D'accord. C'est une question, est-ce que vous entendez dans le fond? Il faut que je sois ici. Ouais, et juste un truc, on est obligé de s'asseoir parce qu'il y a un lien visio, sinon ils ne nous voient pas et surtout ils ne nous entendent pas. Si on est vraiment vers le tableau, tout ça. Donc voilà, on s'excuse, on est assis, c'est pas top pour tout le monde. Peut-être qu'il y a des gens qui ne nous voient pas, qui ne nous entendent pas bien, n'hésitez pas. Mais voilà, c'est pour le lien visio. Donc 15 minutes, chef. Ok, pas de problème. Donc, alors, ce que je vous propose, c'est de voir quelques caractéristiques du triathlon. Bon, vous connaissez bien, mais plus sur le plan évidemment cardiovasculaire. Et puis surtout, un chapitre qui est un peu plus long, de voir les conséquences sur le cœur. Le cœur, c'est un muscle, et comme tous les muscles, il va répondre à ce que vous lui faites faire. Alors, il répond généralement super bien, mais malheureusement, pour plein de raisons, qu'on ne connaît pas toujours très bien, hein, mais pour plein de raisons, il peut effectivement ne pas évoluer de façon tout à fait optimale et engendrer quelques soucis. Et dès qu'il s'agit du cœur, quelques soucis, ça peut être la mort subite. Évidemment, ce n'est pas hyper sympa comme symptôme. Donc, ça peut être bien d'essayer de le prévenir et de comprendre un petit peu ce qui se passe. Alors, quelques caractéristiques, mais rapides, parce que ce n'est quand même pas quelque chose qui va vous passionner. Mais évidemment, il y a des distances qui sont hyper variables. Et on n'aura pas du tout les mêmes conséquences sur le plan cardiaque entre des athlètes qui sont plutôt sprinteurs et des athlètes qui font des choses de très longue durée. Et l'impact sur le cœur, en tout cas, en termes quantitatifs, c'est vrai que c'est plus les longues distances qui vont avoir un impact véritablement fort et visible. Alors qu'en termes de risque, c'est peut-être quand même plus des choses très courtes et très brutales qui vont engendrer un surrisque important lors de la pratique. Donc, c'est deux choses un petit peu différentes. Et puis, il y a surtout un environnement. Un environnement, on n'y pense pas toujours, hein, mais un environnement qui peut être un peu délétère, aussi bien sur le plan de la température de l'eau. Le froid, c'est quelque chose qui est quand même pas très bien supporté, alors pour les cardiaques, mais aussi pour le cœur. Donc, rentrer dans l'eau froide et puis faire un exercice relativement intense, pas toujours terrible, et vous verrez que ça a peut-être des conséquences importantes. Alors, il y a l'humidité, la température extérieure, il y a la pollution, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est vrai que quand on compare des sports qui se pratiquent en pleine nature et des sports qui se déroulent dans des endroits moins pollués, il y a quand même moins d'accidents cardiovasculaires, moins de morts subites, et c'est une des pistes pour dire que la pollution, elle joue peut-être un rôle important. Et puis, il y a comme toutes les disciplines, ça évolue. Il y a en dehors du triathlon classique, qui commence à avoir des choses un petit peu exotiques. Et le triathlon des neiges, donc, qui se déroule en ambiance hyper froide, ça peut aussi avoir un impact important. Donc, il faut toujours penser quand même à l'environnement et pas qu'à la distance classique du triathlon.
Alors, il y a aussi des caractéristiques plus physiologiques. J'ai pris cette étude-là parce que, un, elle est récente, et puis deux, je trouve qu'elle était super bien documentée, puisqu'ils ont pris des triathlètes de niveau respectable, sans être de haut niveau. Hein. C'était des sujets jeunes, mais vous voyez, je te gêne en fait en moyenne 60 millilitres de pic de VO2, voilà, c'est quand même pas le haut niveau des triathlètes. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont comparé la sollicitation cardiovasculaire en prenant leur niveau de fréquence cardiaque et puis leur performance, que ce soit la vitesse de nage, la puissance sur le vélo, la vitesse de course. Hein. Et puis ils ont comparé une épreuve d'effort max qu'ils ont faite, mais dans chaque discipline. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait pas souvent. On fait des épreuves d'effort sur tapis, sur vélo de façon courante, mais faire une épreuve d'effort max en piscine, voilà, ça nécessite quand même un environnement particulier qu'on n'a pas, en tout cas qu'on n'a pas à Grenoble. Et vous voyez que ces triathlètes, quand on regarde un peu sur une distance olympique, des triathlètes qui ont fait entre 2h et 2h40 d'efforts, vous voyez que ce soit en natation, en vélo ou en course à pied, ils sont toujours à plus de 90% de leur fréquence cardiaque max quand on rapporte à la discipline. Donc, c'est une sollicitation cardiovasculaire qui est importante. Et en cardio, en termes de risque, plus on est dans des intensités élevées, plus le risque, a priori, est important. Donc, ça peut expliquer aussi quand même pas mal de choses. Alors, je vous l'ai dit, hein, le cœur, c'est un muscle, donc c'est sûr que, comme tous les muscles, il va réagir. Il va réagir et il va s'adapter à la charge que vous lui faites faire. Donc, c'est un peu ce qu'on appelle le cœur d'athlète. Le cœur d'athlète, en fait, ça regroupe toutes les modifications anatomiques, les modifications du muscle lui-même, les modifications fonctionnelles. Quand vous êtes plus bradycarde, quand vous êtes plus lent en fréquence cardiaque, c'est une des modifications fonctionnelles qui est liée à la pratique sportive. Donc, toutes ces modifications-là, c'est ça qu'on appelle le cœur d'athlète. Alors, les gens sont toujours hyper contents qu'on leur dise qu'ils ont un cœur de sportif. C'est quand même pas fréquent et surtout, ce n'est pas obligatoire. Il y a des gens qui sont performants et qui n'ont pas de grosses modifications et d'autres qui sont très performants et qui voilà. Donc, ce n'est pas obligatoire. Malgré tout, dans le haut niveau, je vais vous montrer après, c'est strictement obligatoire. On ne peut pas faire du haut niveau en endurance sans avoir des grosses modifications morphologiques cardiaques. Alors, un cœur d'athlète, ça ne donne pas de symptômes. Hein. Donc, c'est des modifications, mais normalement, vous n'avez pas de palpitations, vous n'avez pas de douleur, donc ça ne donne pas de choses péjoratives. Et puis, on le voit surtout dans les sports d'endurance. C'est une adaptation qui est multifactorielle. Le sexe joue un rôle important. Normalement, on ne décrit pas de gros cœurs d'athlète chez la femme. Même lorsque on prend des athlètes masculins et féminins qui ont à peu près la même charge d'entraînement, c'est vrai que les modifications, le cœur, il est déjà de plus petite taille chez la femme, mais les modifications, elles sont quand même moins importantes et on ne décrit pas quand même de grosses modifications chez la femme. Ça dépend de l'âge. Et ça dépend de l'âge tout simplement parce que le sport d'endurance, c'est un peu comme le tabac. Bon, c'est moins toxique, on est d'accord. Mais il faut des années de pratique et c'est l'accumulation d'années de pratique qui va aboutir à des modifications importantes. Quand vous faites un petit peu de sport depuis pas longtemps, il n'y a aucune raison que votre cœur se modifie. C'est quand même un processus qui prend du temps. Hein. Ça va dépendre du type d'entraînement que vous faites. Il y a des adaptations génétiques, c'est évident. Vous savez qu'il y a quand même une grosse partie de la performance en endurance qui est d'origine génétique. Et les modifications du cœur d'athlète, ça en fait partie. Et il y a des gamins qu'on voit à l'âge de 16 ans, 17 ans, qui ont déjà des grosses modifications cardiaques. On ne dit pas que ça va devenir des athlètes de haut niveau, mais en tout cas, on se dit qu'ils ont une réponse à l'entraînement qui est importante et qui est éventuellement prometteuse. Et puis, il y a des modifications qui ne sont pas les mêmes en fonction de l'ethnie. C'est vrai que les Africains ont tendance à beaucoup plus hypertrophier leurs muscles cardiaques que les Caucasiens, et les Asiatiques, eux, vont beaucoup plus dilater leur cœur que les autres. Donc, il y a des choses qu'on ne comprend pas complètement, mais qui sont assez claires et évidentes. Alors, c'est un remodelage qui dépend de la pratique sportive et du type de sport. Hein. Donc là, c'est schématisé. Hein. Vous avez ici un ventricule gauche et un ventricule droit, donc les modifications qu'on voit le plus fréquent chez des sujets qui ne font pas de sport. Et puis, quand on fait un sport qui est plus en résistance et un sport qui est plus en endurance, on ne va pas avoir le même type de modification. On a un cœur qui s'hypertrophie
sans se dilater dans les sports de résistance, quand on fait que ça, alors que dans les sports d'endurance, on a quand même un cœur qui à la fois se dilate et devient plus épais. Donc, quand on regarde ces cœurs en fonction de la pratique sportive et du sujet qu'on a en face, on est capable de savoir est-ce que ça peut être lié à la pratique sportive ou pas. Et ça, c'est un élément qui est important. Alors, c'est aussi très sport dépendant et vous savez qu'on a une classification du sport, nous, en termes de répercussions cardiaques. Ça, c'est la nouvelle classification. Il y a eu plein de classifications et comme toutes les classifications, elles sont toutes imparfaites. Et on classe les sports maintenant comme ça en sports d'adresse, de force, les sports mixtes et des sports d'endurance. Et puis après, le vert, le orange et le rouge, c'est pour donner un petit peu l'intensité. Et vous voyez que le triathlon, il est tout en bas de la liste. Et le triathlon, l'aviron, le biathlon, ça fait partie des sports pour nous qui ont le plus d'impact cardiovasculaire. Et c'est chez ces sportifs-là qu'on voit aussi le plus de pathologies. Donc, c'est ce dont on va parler par la suite. Donc, alors, vous pouvez essayer de chercher votre sport si vous en avez un autre. Ils n'y sont pas tous. C'est une classification qui est en plus nord-américaine. Donc, il y a des sports qu'on ne pratique pas et puis il y a des sports qui sont un peu, qui manquent un petit peu. Alors, je vous dis, ce cœur, lorsqu'il se remodèle, c'est physiologique. C'est vraiment lié à votre pratique sportive. Et sans rentrer dans les détails, vous voyez qu'ici, quand on met le volume du cœur et puis sa masse, en gros son épaisseur, vous voyez que quel que soit le sport que l'on pratique et l'intensité à laquelle on le pratique, en fait, tout le monde est un peu sur la même droite. Donc, c'est-à-dire que le cœur, il se dilate en même temps qu'il grossit. D'accord ? Donc, c'est quelque chose qui est harmonieux. Et pour nous, c'est quelque chose d'important pour pouvoir savoir si c'est quelque chose d'anormal ou de normal chez un sportif qui aurait éventuellement des symptômes ou des pathologies. Alors, vous voyez qu'on a des choses spécifiques sur le triathlon. Et chez les triathlètes, il y a à peu près un quart des sportifs et des triathlètes qui ont des grosses modifications de ce type-là. Alors, ça se remodèle, ça se dilate. Et lorsque c'est physiologique, c'est complètement parallèle aussi au développement de la performance. Alors, je ne sais pas si c'est le développement de la performance ou si c'est parce qu'on est performant et qu'on a de quoi être performant qu'on va dilater son cœur. C'est toujours l'œuf et la poule. En tout cas, vous voyez que quand on a des grosses modifications, on est très performant. Et quand on est très performant, généralement, on a de grosses modifications. Donc, c'est vraiment quelque chose de physiologique. Ça va avec. Alors, on ne voit pas bien l'échelle, mais en gros, ici, c'est 10 cm. Je vous dis juste ça après pour vous montrer un cœur de triathlète. Donc, 10-12 cm de profondeur là, de champ chez quelqu'un qui n'est pas très entraîné. Vous voyez que les triathlètes avec les athlètes avec le même type de profondeur, on a des cœurs qui sont beaucoup plus gros. Donc, c'est la même échelle. Alors, voilà un triathlète. Normalement, ça bouge, mais on va les faire bouger peut-être. Non, ça ne bougera pas, mais ce n'est pas bien grave. On le remet. Si ça bouge, ça ne bouge pas longtemps. Bon, bref. Vous voyez quand même là, vous voyez tout à l'heure 10 cm, je vous disais, le cœur de sédentaire. Là, un athlète champion du monde de triathlon, vous voyez, c'est 15-20 cm, donc c'est des cœurs qui sont vraiment très, très gros. Mais globalement, c'est harmonieux quand on regarde. Les oreillettes sont plus petites que les ventricules, à droite, c'est plus petit qu'à gauche. Donc, voilà. Globalement, si on ne fait pas de mesure, on se dit, tiens, il a un cœur qui est tout à fait normal. Alors, malgré tout, il y a des choses qui peuvent mal se passer, comme dans toutes les disciplines. Vous savez que la mort subite du sportif, c'est quelque chose qui est quand même assez fréquent. Je ne sais pas si vous avez une idée du nombre de gens qui meurent en France en faisant du sport, mais c'est à peu près 1500 par an. Donc, si vous rapportez ça à 365 jours, c'est 3 tous les jours. Donc, quand on dit 3 tous les jours, on se dit « Ah ouais, quand même ». Alors, il y a beaucoup de sportifs et de gens qui pratiquent. Malgré tout, ce n'est pas un phénomène qui est aussi rare que ça, même si on est d'accord, c'est généralement pas des sportifs de haut niveau, ce n'est pas des sujets très jeunes, 40-60 ans. Mais malgré tout, en triathlon, on a quand même l'impression qu'il y a plus de morts subites que dans d'autres sports. Et dans des données nord-américaines publiées, mais donc il y a des données françaises, tu pourras peut-être dire après si c'est le même type de choses, c'est à peu près 1,5 décès pour 100 000 pratiquants. Donc ça relativise un petit peu les choses. Et on n'a quand même pas l'impression qu'on va mourir dès qu'on va les faire du sport.
Donc voilà, donc mort subite, hein, 1,5 pour 100 000. En triathlon, c'est quand même 2 à 3 fois plus fréquent que si on s'intéresse au marathon ou à des sports voilà, plus classiques pour lesquels on a de grosses statistiques. Et surtout, il y a des particularités. Il y a des particularités dans le triathlon qui sont assez… voilà, c'est pas aussi évident que ça, et je vais vous expliquer pourquoi. En particulier, la plupart des décès qui surviennent, c'est pendant la natation. Vous avez là ces fameuses statistiques américaines. Donc, vous voyez que sur une période 2008-2015, là, 58 personnes au total sont mortes pendant la pratique du triathlon. Un sujet qui est relativement jeune, avec quand même de 28 à 76 ans, donc un range qui est assez long. Mais vous voyez que lorsqu'on regarde dans quelle discipline, à quel moment ils sont morts, hein, ils sont décédés surtout en natation. Et ça, c'est quelque chose qui est différent, par exemple, du marathon, où en marathon, les morts, on les voit surtout dans les derniers kilomètres, mais pas au début. Donc là, il y a un effet, je dirais, triathlon qui est assez remarquable. Bon, les autres particularités, ça ne saute pas particulièrement aux yeux, sauf qu'il y a une nette prédominance masculine, mais ça, c'est ce qu'on retrouve dans toutes les morts subites, quel que soit le sport. Et alors, pourquoi pendant la natation, classiquement, en fait, ce que vous trouvez, c'est qu'on dit toujours que les gens se sont noyés. Mais finalement, quand on fait des autopsies ou quand on regarde de façon un petit peu plus spécifique, il y a quand même probablement d'autres phénomènes qui surviennent. Alors, c'est sûr que si vous êtes cardiaque et que vous rentrez dans l'eau froide, que vous faites un super effort important, bah, vous pouvez décéder de votre maladie cardiaque. Mais il semble quand même qu'il y ait aussi une pathologie plus spécifique, ce qu'on appelle l'œdème pulmonaire d'immersion, qui est quand même favorisée par l'eau froide, l'exercice, éventuellement par des gens qui ne sont peut-être pas super entraînés, qui sont un peu avancés en âge. Et tout ça, ça peut donner un œdème pulmonaire, donc de l'eau dans les poumons et aboutir au décès. On ne peut pas exclure qu'il y ait autre chose, mais globalement, c'est quand même assez, pour nous, assez bizarre que ça survienne presque exclusivement pendant la première phase de la course, alors que ce n'est pas d'habitude ce que l'on voit dans les morts subites, dans les courses de longue durée comme ça. Alors, le remodelage du cœur dont je vous ai parlé, il se passe sur le plan anatomique, c'est-à-dire quand on mesure les cavités, c'est des volumes qui sont beaucoup plus importants, mais quand on dissèque un peu tout ça, alors on ne dissèque pas souvent, heureusement, des cœurs humains, donc ça, c'est des rats, mais quand on fait un cœur d'athlète de rat, on s'aperçoit que le remodelage, il est aussi histologique, c'est-à-dire qu'en plus du muscle, en plus des cellules musculaires, on retrouve plein de zones de fibrose, d'espèces de cicatrices fibreuses, et ça, c'est un facteur de risque majeur de faire des troubles du rythme et de décéder éventuellement. Alors, chez l'homme, on a des données, hein. On a quelques données. Lorsque les athlètes, les sportifs de haut niveau font des troubles du rythme, comme on peut le voir là-haut, et que spécifiquement avec des outils très spécialisés dans le cœur, qu'on va voir d'où ça vient, et qu'on prend un tout petit bout de muscle à ce niveau-là, dans 100% des cas, on retrouve de la fibrose, des cicatrices fibreuses. Donc, il y a quand même un lien en se disant que le remodelage du cœur d'athlète, quand il est harmonieux, tout se passe bien, c'est bien, mais qu'il y a un moment donné où on bascule dans le pathologique. Et ça, c'est probablement très individuel. Il y a des gens qui supportent probablement de grosses charges d'entraînement et d'autres pas. Et dans le triathlon, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne supportent pas les charges d'entraînement et qui se mettent des charges d'entraînement qui sont importantes. Donc ça, c'est une triathlète de niveau olympique, hein, qui a une carrière longue, qui a été championne du monde, c'est une femme, vous voyez, qui faisait des troubles du rythme. Et lorsqu'on va biopsier son cœur, on ne retrouve pas que du muscle, mais on retrouve effectivement tout un tas de zones fibreuses. Donc, il est probable que le muscle cardiaque, de la même façon qu'un muscle périphérique, quand vous le déchirez parce que vous l'avez sursollicité, il y a des cicatrices, probable que dans le cœur, ça puisse être la même chose. Simplement, dans un mollet, ça peut faire mal. Dans un cœur, malheureusement, ça peut donner des choses plus importantes. Et puis, la dernière petite chose que l'on peut voir en fait, dans ces cœurs d'athlètes pathologiques, lorsqu'on compare des triathlètes, alors ce n'est pas des triathlètes de niveau olympique ou de gros niveau, mais quand on compare des triathlètes ici qui n'ont pas de fibrose et ceux qui ont de la fibrose dans le cœur, vous voyez, globalement, quand on regarde leur niveau de performance, ceux qui ont de la fibrose, c'est les moins performants. Alors, est-ce que parce qu'ils ont de la fibrose, ils sont devenus moins performants, ou est-ce qu'ils étaient moins performants, ils supportent moins les charges, ils ont un cœur d'athlète qui finalement est moins joli? Ça, c'est difficile à dire.
mais globalement, il y a probablement effectivement une évolution qui est différente en fonction du sujet, avec des gens qui vont supporter et pas supporter. D'où l'intérêt quand même de s'écouter un peu, de se surveiller, éventuellement de se reposer, d'avoir des coachs, des conseils, d'adapter, d'individualiser. Et je terminerai juste pour dire que maintenant, on a quand même beaucoup de moyens de détecter des choses. Alors, il y a plein de petits systèmes qu'on peut mettre derrière son téléphone portable. Il y a des montres qui peuvent vous donner des choses. Même le simple cardiofréquence-mètre, ça peut quand même donner des données intéressantes. Si vous avez des athlètes que vous suivez ou si vous-même, vous voyez des choses qui sont anormales dessus, il faut absolument consulter. D'accord ? La prévention, elle peut passer que par là, c'est-à-dire l'éducation pour que les athlètes, quand même, sachent qu'il peut leur arriver quelque chose. Les triathlètes, comme les autres athlètes, sont pas… voilà, c'est pas parce qu'on fait du sport qu'on n'a rien. Donc, je sais bien qu'il y a un peu la politique de l'autruche, et on en parlait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a tellement peur qu'on nous interdise de faire du sport que souvent les gens disent bah, « je n'ai rien à dire comme ça ». Mais ça peut être un petit peu dramatique. Donc, il y a tout un tas de petits systèmes maintenant qui permettent d'avoir des choses assez pratiques. Voilà, donc, je ne vais pas aller plus loin parce que c'est plus de la discussion, mais c'est un sport d'endurance. Comme tous les sports d'endurance, il y a des grosses modifications. Il y a un remodelage cardiaque qui est parallèle à la charge d'entraînement, à la performance. Malheureusement, individuellement, il peut y avoir des choses qui se développent. Donc, il ne faut pas hésiter à en parler si vous avez des symptômes. Je vous rappelle que normalement, le cœur d'athlète, comme le sport, ça ne donne pas de symptômes, sur le plan cardiaque en tout cas. Hein. Donc, si vous avez des symptômes, c'est qu'il y a peut-être quelque chose et il faut absolument consulter. Voilà, je vous remercie. Bon, je ne vais pas aller plus loin. Et puis, si vous avez des questions, Merci Stéphane. Du coup, en visio, il n'y a pas de questions qui apparaissent. Est-ce que dans la salle, il y aurait éventuellement une question? On va faire relativement rapide. Si quelqu'un a quelque chose à demander à Stéphane. Les 1500 morts, c'est mort subite ou non, là, c'est des morts subites. Ouais, morts subites. Ouais, 3 par jour. Ouais, c'est beaucoup de coronariens de plus de 40 ans quand même. Hein. Et du coup, c'est quoi vos recommandations des cardiologues pour des gens qui sont sportifs mais complètement asymptomatiques? Est-ce que c'est quand même d'aller voir un cardiologue une fois tous les 10 ans, jamais ou... On va juste répéter la question. Je suis obligé de répéter la question pour les gens qui sont en visio et qui n'ont pas écouté. Donc, ta question, c'était de savoir quelles sont les recommandations complètement asymptomatiques chez des gens sportifs complètement. Ah oui. Est-ce qu'on est obligé finalement d'avoir un suivi chez le cardiologue, chez le sportif asymptomatique? Alors, un suivi, je ne sais pas. Alors, il n'y a pas de recommandation qui existe. Mais je crois qu'il faut sortir du schéma classique qu'on nous a appris comme médecin en disant voilà, l'épreuve d'effort ou le cardiologue, c'est quand on a des facteurs de risque cardiovasculaires. Là, on s'adresse à des sportifs qui n'ont généralement pas de facteur de risque, même si ça peut arriver. Hein. Donc, pas de facteur de risque. Par contre, on considère que la pratique du sport d'endurance, ça a un impact suffisamment important sur le cœur pour aller au moins une fois faire une photographie à un instant T du cœur et de discuter des pratiques sportives avec les sportifs. Donc, nous, on les voit assez facilement. Et le sport d'endurance, dans les recommandations de cardio du sport, c'est vraiment quelque chose qu'on met à part. Et même sur un électrocardiogramme de repos, d'avoir juste une extrasystole impose de faire un bilan. Et ça, on en voit quand même régulièrement, assez souvent. Pour dire quand même qu'on se méfie quand même beaucoup des sportifs d'endurance. Donc, c'est nécessaire à partir de combien d'années de pratique? Alors, est-ce que c'est nécessaire, à partir de combien d'années de pratique, le bilan chez le cardiologue est nécessaire? Alors, en fait, quand on regarde les morts subites, c'est au-delà de 40 ans, on estime que 15-20 ans de pratique intensive, voilà, on a déjà normalement des modifications, éventuellement une dérive vers un cœur pathologique. Donc, ça peut être plus tôt, du coup. Les cardios du sport, il n'y a pas une préconisation à partir de 12 ans de faire un ECG dans même 8 ou 3 ans? Oui, tout à fait. Donc ça, c'est toute pratique sportive confondue. Ce n'est pas que le triathlon. Et là, c'est pour
détecter une éventuelle maladie génétique cardiaque qui pourrait être à risque lors de la pratique sportive, mais pas que le triathlon. Mais là, c'est l'impact du sport d'endurance dont je parlais en disant… Bon, je rajouterai juste une chose là-dessus, c'est que pour ceux qui courent sur le plus haut niveau national en triathlon, la Fédération française de triathlon, bon, Gilles en parlera beaucoup mieux que moi, nous oblige à électrocardiogramme chaque année, une écho cardiaque tous les 2 ans, 3 ans, 3 ans maintenant, depuis 2 saisons. En fait, c'est tous les 2 ans. Plus une dizaine d'années. Ok, voilà. Juste, voilà. Toutes les disciplines Et d'endurance. par contre, prennent un peu sur il y a un truc qui est un peu bizarre, c'est que c'est obligatoire uniquement En pour fait, ceux c'est tous les 2 ans. chez les élites. Voilà. Donc, merci pour la précision et pour le topo du soir pour tout le monde. Oui, non, il y avait une question. J'aurais aimé savoir, ce sont surtout les troubles du rythme qui sont à l'origine des morts subies. Est-ce qu'il y a des infarctus? La question est de savoir s'il y a des infarctus ou si ce sont seulement des troubles du rythme qui créent les accidents cardiaques. Alors, le décès, c'est toujours un trouble du rythme, de toute façon. Après, la cause du trouble du rythme, il y a quand même beaucoup de coronaropathie et d'infarctus. Ouais. Alors, mais quand on est dans le cœur d'athlète pathologique comme ça, avec de la fibrose, là, il n'y a pas d'infarctus. C'est vraiment le trouble du rythme déclenché par les zones les cicatrices fibreuses. Parce que l'effort permet aussi de stabiliser les plaques d'athérome. C'est ce qu'on m'a dit depuis. Mais c'est ce qu'on dit toujours. Hein. C'est ce qu'on dit toujours. Malgré tout, là, voilà, c'est pas une raison pour ne pas faire de sport, en fait. Donc, la pratique sportive, effectivement, elle a un effet bénéfique sur plein de choses. Donc, même chez les sportifs d'endurance, on vit plus longtemps quand on fait du sport, on est d'accord. Hein. Malgré tout, il y a un sur-risque lors de la pratique. Alors, du coup, je vais couper. Juste une dernière question qui nous vient de la visio. C'est les zones de nécrose sur cœur d'athlète résultent-elles de phénomènes ischémiques? Alors, non. De fibrose, pardon. Ouais. Non, probablement pas. En tout cas, les données animales que l'on a laissent penser que c'est plus des espèces de déchirures musculaires. En fait, le cœur, voilà, quand il bouge et qu'il est à 180, 190 de fréquence cardiaque dans tous les sens, c'est un organe qui est aussi mobile. Il y a des zones il y a des anneaux fibreux au niveau des valves. Enfin, voilà. Donc, il peut y avoir des torsions un peu partout. Et ça peut se déchirer comme un muscle. Hein. Donc, chez l'animal, on est capable effectivement de voir des déchirures, des zones inflammatoires. Donc, c'est probablement la même chose chez l'homme. Ok. Eh ben, merci. On va ajouter un truc, Stéphane, si tu es d'accord. Là, on parle des gens qui ont déjà une pratique avancée, mais nous, on commence à constater aussi sur les plateaux la présence de gens qui se mettent à ces intensités du jour au lendemain et de manière, je dirais pas âgée, mais déjà sur des âges avancés. Et tu me dis si je me trompe, on considère quand même ces patients comme des facteurs de risque cardiovasculaire, notamment ceux qui se sont arrêtés longtemps ou alors qui n'ont jamais eu de pratique et qui aujourd'hui, on voit des gens démarrer avec des 20 heures d'entraînement semaine alors que pendant 40 ans, ils n'ont rien fait. Donc ça, on le voit de plus en plus, on le voit dans la pratique trail notamment. Je pense que c'est des gens aussi des gens qui sont considérés à risque. Bien sûr. Il faut tout juste un supplémentaire. Ok, merci. On va passer du coup à la deuxième partie qui va nous être présentée par Adrien Vanier, qui va nous parler un petit peu des troubles posturaux liés au vélo. Donc voilà, il sera sûrement de bons conseils sur le choix du matériel et sur tous les réglages que vous pouvez effectuer sur vos vélos, que ce soit hauteur de selle, recul de selle, choix des cales, les angles, etc. Voilà, à toi Adrien. Bon. Alors, bonsoir à tous. Moi, je vais essayer de vous expliquer comment on peut éviter un petit peu toutes les douleurs qui vont être présentes avec un mauvais positionnement sur votre vélo. Ça, c'est assez fréquent. Hein. Et, alors, Stéphane nous a présenté, il n'y a pas besoin. Donc, j'ai répertorié ça par pathologies un petit peu les plus fréquentes. Donc, tout ce qui va être autour des cervicales, les lombalgies, les douleurs au niveau de la selle, les douleurs de genoux et les pathologies du pied.
Donc, au niveau du pied, souvent, on parle de fourmillement ou de brûlure au niveau de la voûte plantaire. Ça revient souvent. Ça peut être causé par une chaussure trop serrée, tout simplement. Les systèmes BOA ou les scratchs qui sont un peu trop serrés. Une épaisseur de chaussettes qui est un petit peu trop conséquente entre les chaussettes d'hiver et les chaussettes d'été. Des fois, il y a des variations qui fait qu'au niveau vasculaire, ça comprime un peu trop. Une compression au niveau de la toe box. La toe box, c'est la zone où on a, voilà, c'est l'avant du pied où on retrouve nos orteils. C'est ce que j'ai mis sur la petite radio là à droite. Donc la chaussure qui est à droite comprime beaucoup toute la partie avant du pied, alors qu'à gauche, on a une chaussure qui est vraiment adaptée au pied du cycliste. Donc ça va créer des compressions et une limitation de la vascularisation au niveau sanguin dans le pied, donc des fourmillements, des brûlures, des choses comme ça. Les gens qui ont des chaussures un peu grandes, avec le pied qui a tendance à glisser sur le pédalage, qui va d'avant en arrière, donc à force, au bout d'une centaine de kilomètres ou plusieurs entraînements, ça va vous créer des brûlures, des sensations un petit peu de fourmillement aussi au niveau de la voûte. Et puis ça, on le sait tous, le pied gonfle à l'effort. Donc quand vous achetez vos chaussures, si elles sont déjà un petit peu serrées, alors que vous êtes dans le magasin sans avoir fait d'effort, pensez à ça parce qu'après, derrière, vous n'allez pas pouvoir les mettre. Ensuite, on a souvent des problèmes de métatarsalgie. Donc, c'est la zone à la base des orteils en rouge là, sur la diapo. Ça peut être dû à une cale qui est trop avancée par rapport à la chaussure. Donc, l'appui qui est préférentiel sur tout l'avant du pied et sur les orteils. Sinon, une usure à l'intérieur de la chaussure et de la semelle. Il n'y a plus assez de surface d'amorti. Donc, au niveau du serrage des cales, au niveau des vis, vous allez avoir un appui qui est un petit peu accentué. Ça fait mal aussi. La toe box de tout à l'heure, là, qui va être trop étroite. Ça va nous réduire l'appui sur le premier orteil, le premier métatarsien, alors que c'est un appui qui est essentiel. Et donc, si c'est trop étroit, l'appui va se faire au milieu et vous aurez des irritations sur les métas au milieu. Et puis derrière, j'ai mis les cales en dessous. Une cale de VTT qui est assez fine, assez restreinte. Si une chaussure est assez molle, ça va nous faire une faible surface d'appui. Donc, toute la surface va être répartie au même endroit sur le pied et derrière, ça peut créer des douleurs aussi à ce niveau-là. Au niveau de la tendinopathie d'Achille, ça c'est quelque chose d'assez fréquent chez les cyclistes et chez les triathlètes aussi. Ça peut être dû, comme tout à l'heure, à une cale qui est trop avancée. Donc ça, c'est la photo qu'on a un petit peu en bas à gauche. Je ne sais pas si je peux enlever le cadre jaune. Là. Bon, c'est pas grave. Donc en bas à gauche, on voit qu'il est vraiment très reculé sur la pédale, ce qui fait qu'il a un bras de levier assez conséquent sur son tendon d'Achille derrière. Ça cisaille beaucoup et ça crée des douleurs à force de pédalage. En haut à droite, on a une selle qui est vraiment trop haute. On voit que là, il a quasiment le genou tendu. Il est obligé de lever le talon pour arriver sur le point bas au niveau du pédalage. Donc ça va lui créer des tensions au niveau de sa chaîne postérieure musculaire. Et derrière, ça va lui cisailler aussi au niveau de la chaussure, son tendon d'Achille, etc. Même chose si la selle est trop reculée. La selle trop reculée, ça va créer aussi une tension sur la chaîne postérieure, au niveau de vos ischio-jambiers et des mollets, etc. Ça va créer la même chose. Un drop de chaussure, selon les marques, on a des drops différents. Donc, c'est la hauteur différente entre le talon et l'avant de la chaussure. Les marques qui ont un drop assez plat dans la chaussure qui va être très bas, on va demander au tendon en fait, de s'allonger encore plus pour aller récupérer cette longueur qui manque. Donc, sur une position qui est déjà assez limite, ça peut engendrer une tendinopathie d'Achille derrière. Et puis, dernière chose, je n'ai pas mis d'image, je n'ai pas parlé du talon bas, pardon. La photo du milieu, en pédalage de montagne, on a tendance à appuyer sur la pédale avec le talon assez bas. Même chez les pros, c'est assez fréquent. Et du coup, ce pédalage, si on n'est pas habitué, justement sur les charges d'entraînement, si on commence à faire beaucoup de montagnes d'un coup, ça peut créer aussi des tendinopathies à ce niveau-là, au niveau du tendon d'Achille. Et puis, dernière chose, selon les marques de chaussures, on a des chaussures qui sont plus ou moins hautes au niveau du talon. Ça va créer de la compression, du cisaillement directement en appuyant sur le tendon d'Achille. Donc, attention à ça aussi quand vous achetez une chaussure. La fasciapathie plantaire, donc ça, c'est au niveau de l'aponévrose plantaire sous le pied. Donc, anatomiquement, c'est en continuité avec le tendon d'Achille, en fait. Donc, tout ce qu'on a vu sur la diapo d'avant, sur la surcharge du tendon d'Achille, ça peut créer aussi des soucis au niveau de la voûte plantaire. Deuxième chose, j'en ai pas parlé tout à l'heure, une selle trop haute ou trop reculée qui met en tension toute la chaîne postérieure musculaire.
ça va mettre en tension le système nerveux. Et le système nerveux, il a beaucoup moins d'élasticité qu'un système musculaire ou tendineux. Et du coup, votre nerf sciatique, votre nerf tibial va être en extension max et ça va créer des douleurs à la base du talon, sous la voûte plantaire, un peu brûlure, petite décharge électrique, des choses comme ça, qui sont vraiment pas sympas. Donc là-dessus, pour moi, c'est intéressant de mettre une semelle interne au niveau du pied dans la chaussure pour soutenir un petit peu votre arche, votre voûte plantaire, parce que le vélo, c'est un sport porté. Du coup, on a les muscles intrinsèques du pied sont moins actifs en fait. Il y a moins de soutien de la voûte par rapport à la course à pied. Bon, je passe assez vite parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Au genou, les principales causes de douleur, ça va être sur le réglage des cales, des fameuses cales, et le hauteur ou le recul de la selle. Donc, à l'avant du genou, on a le tendon rotulien ou la rotule qui peut être assez sensible. Ça peut être dû à une selle qui est trop avancée, une selle qui peut être trop basse, ou alors la cale au niveau de la chaussure qui va être trop en avant. Donc, ce qui fait que ça recule le pied au niveau de l'axe de la pédale. Ces 3 paramètres-là, ça va vous fermer l'angle du genou et de par ce fait, augmenter les forces de compression au niveau fémoro-patellaire, donc entre la rotule et le fémur. Ça peut être aussi dû, si on est soit en course, soit sur une position comme ça, triathlète, beaucoup en bac de selle, avec le genou qui se retrouve antépositionné par rapport à l'axe de la cale. Donc, si le réglage n'est pas bien fait, ça peut augmenter aussi les pressions sur le genou et sur le tendon rotulien en avant. Sur l'arrière du genou, on a nos ischio-jambiers qui viennent s'insérer derrière. Donc là, c'est pareil, une selle trop haute, trop reculée. Donc là, je pense que sur la photo, on a les deux. Et une cale trop reculée, ce qui fait que votre pied se retrouve trop en avant sur la chaussure par rapport à l'axe de la pédale. Donc, tout ça, ça vous allonge la chaîne postérieure musculaire. Ça arrondit le bas du dos, donc ça met des tensions à l'insertion des ischio-jambiers au niveau du genou, face postérieure. Encore, on est au niveau arrière sur le genou. On a un petit muscle qu'on oublie souvent, c'est le muscle poplité, en rouge foncé là-haut. Là. Lui, il est rotateur interne du tibia, c'est-à-dire qu'il emmène le tibia vers l'intérieur, le pied vers l'intérieur. Il va être problématique et douloureux chez les gens qui pédalent un petit peu les pieds rentrés, qui viennent toucher presque les manivelles. Donc ça tire ça emmène le muscle poplité à l'inverse de son action. Et ça peut également, les gens qui pédalent comme ça, provoquer ce que j'ai mis en dessous, la zone là, au niveau du genou, en interne du genou, des douleurs au niveau de la patte doigt. Même chose parce que le tibia est trop tourné vers l'extérieur. La cale, en fait, la pointe de la cale sous votre chaussure est trop dirigée vers l'intérieur de la chaussure, vers le vélo. Donc l'idée, c'est d'essayer de réouvrir un petit peu ça. Principe de réglage, j'ai essayé de faire simple, qu'on peut tous faire à la maison. Donc c'est de se mettre la manivelle à l'horizontale. Le talon reste en position de pédalage, donc assez haut. Sinon, automatiquement, votre talon va descendre et ça va reculer votre genou. Donc ça va fausser un petit peu la donne. Et avec un fil d'aplomb positionné juste derrière votre rotule, entre le fémur et la rotule, il faut que le fil tombe à peu près 2 cm plus ou moins par rapport à l'axe de pédale. Je dis 2 cm plus ou moins parce qu'on n'a pas tous la même morphologie. Certains ont des fémurs un peu plus longs que d'autres, donc ça varie aussi à ce niveau-là. Et on en parlera tout à l'heure, la position de contre-la-montre. Le corps est beaucoup plus basculé sur l'avant, ce qui fait que le genou avance aussi. Donc là, on va autoriser jusqu'à 4 cm par rapport à l'axe de pédale pour être en bonne position. Et pareil, ça dépend de la morphologie de chacun de toute façon. Ça, je vais passer vite, c'est du détail. Ici, on a 2 exemples. À gauche, c'est flagrant, hein, on a une selle qui est beaucoup trop basse. J'ai mesuré, ça fait 51 degrés de flexion de genou, donc c'est au-dessus de la norme de 40 degrés. À droite, ça se voit aussi, hein, il a quasiment le genou tendu, donc la selle est beaucoup trop haute. Il va se retrouver avec des problèmes de dos et au niveau du tendon d'Achille, comme on a vu tout à l'heure. Le réglage des cales, ça c'est une bonne problématique en général. L'idée à la maison, c'est d'essayer, comme la photo en bas à gauche, de scotcher les 2 côtés de vos chaussures, de poser le pied sur une chaise avec le talon décollé, donc en position d'appui, comme si vous appuyez sur la pédale en pédalant, et de repérer la tête de votre premier métatarsien, donc l'os qu'il y a à la base du gros orteil, et même chose de l'autre côté, la tête du cinquième orteil, du 5e métatarsien, et
de positionner l'axe transversal de votre pédale entre ces deux lignes pointillées qui correspondent à ces deux têtes osseuses. Les gens qui ont des grands pieds, le 5e métatarsien est beaucoup plus court que le premier. Ça va faire un axe qui est vraiment de travers. Donc, on a tendance à dire de tendre quand même vers la tête du premier métatarsien. Et inversement, les gens qui ont des petits pieds, donc en dessous de 40, il y en a. L'idée, c'est de tendre plus vers le 5e métatarsien pour être vraiment sur un axe morphologique. L'axe longitudinal, donc qui passe en travers de la chaussure d'avant en arrière, il faut en général, en moyenne, qu'il soit légèrement en externe de votre talon. Ça, c'est variable selon la rotation du tibia. Il y a des gens qui vont marcher en canard, des gens qui vont marcher les pieds en dedans. Donc, l'idée, c'est de pédaler pareil. Si on cherche à remettre quelqu'un dans l'axe alors qu'il marche complètement en canard, ça ne va pas du tout lui plaire, il va y avoir des soucis derrière. Donc, toujours s'adapter à ça, on n'est pas fait pareil. Donc, essayez de voir un petit peu vos habitudes et ça se modifie aussi derrière. On va passer aux douleurs de selle, aux douleurs pelviennes. Ça, c'est un petit peu tabou, on en parle un petit peu moins, mais c'est vraiment important. Alors, tout ce qui va être engourdissement génital, électricité, coup de jus, irritation cutanée au niveau du pli de laine. Alors ça peut être causé par un bec de selle qui est trop relevé, une morphologie de selle soit trop large, soit trop serrée, et une usure, donc la selle qui est creusée, qui s'affaisse, qui est un petit peu concave. Donc, tout ça au niveau du périnée, ça va créer des problèmes, on va voir ensuite. La bonne selle pour moi, pour mesurer déjà la largeur, il faut prendre la distance entre vos deux ischions. Donc, les ischions, c'est les os des fesses. Quand vous asseyez, c'est les deux os qu'on a au niveau des fesses. Et on rajoute à peu près 20-25 mm pour avoir la bonne largeur de selle. Donc ça, c'est une première chose. Pour moi, une bonne selle, alors il faut déjà cette largeur-là. Il faut qu'elle soit plutôt plate, assez ferme. S'il y a trop de rembourrage, ça va vous comprimer le périnée et les tissus mous. Donc, ce n'est pas forcément une bonne solution. Une bonne décharge pelvienne, donc un petit canal comme ça ouvert au milieu. Par contre, je mets un bémol pour les femmes. Selon la largeur du canal, selon les selles, vous allez créer plus de pression sur les grandes lèvres. Donc, ce n'est pas forcément une bonne idée selon vos morphologies. Ce sera à tester différentes selles. Dernière chose, l'inclinaison. Ça, c'est important. En général, on est entre 0 et moins 2 degrés. Moins 2, c'est un maximum. Si vous inclinez plus la selle, vous allez glisser en avant et ça va créer de la surcharge au niveau des cervicales, au niveau des membres supérieurs. Alors, le nerf pudendal, la compression, c'est le petit nerf qui est en vert là, au niveau de la selle. Il passe entre nos deux ischions et lui, il a pas mal de fonctions importantes. Donc, s'il est comprimé, on se retrouve avec un engourdissement génital, comme on a parlé tout à l'heure. Des difficultés à uriner après les sorties, des décharges électriques dans le périnée au niveau génital. Et ça peut être dû à une selle trop étroite, donc, ce qui fait que vos appuis osseux basculent de chaque côté de la selle et l'appui se fait quasiment uniquement sur les tissus mous. Donc, on comprime vraiment ce nerf. Une selle qui est trop creuse, soit affaissée, soit comme celle-ci en bas à gauche, là, qui est un petit peu concave. On va se retrouver avec le bec de selle qui va vous comprimer dès que vous allez vous pencher en avant au niveau périnée et au niveau des tissus mous. Dernière chose, le bec de selle qui est trop relevé. Pareil, on va comprimer cette zone-là. C'est vraiment important parce qu'à terme, on peut créer une dysfonction érectile. Enfin, je pense que messieurs ne sont pas trop pour. Et puis derrière, une névralgie pudendale qui est vraiment une pathologie bien handicapante et bien douloureuse. Donc, si on peut éviter ça, je pense que tout le monde préfère. Je vais passer au bas du dos, aux lombalgies. Ça peut être causé par beaucoup de choses. Premièrement, une selle un peu trop haute et trop reculée, donc notre coco à gauche là, qui est tout en noir. On se retrouve avec une rétroversion de bassin et une syphose lombaire, donc tout un arrondi au niveau lombaire. Ça lui met en tension toute sa chaîne postérieure musculaire, de la tête jusqu'au pied. Et sinon, la dame qu'on voit sur la droite, on peut avoir des fois une potence trop longue ou d'autres choses, des leviers de vitesse un peu trop loin, qui créent une extension au niveau des membres sup et une allonge encore plus importante au niveau des lombaires et du bas du dos.
Donc ça, ce sera à voir selon aussi la géométrie de vos vélos. On va revenir sur la selle. Au niveau des lombalgies, si vous avez une selle trop étroite ou alors usée qui s'affaisse d'un côté ou de l'autre, ça va nous créer une oscillation latérale au niveau du bassin. Donc, le bassin va se balancer d'un côté et de l'autre. Ça va cisailler vos disques, ça va créer des tensions au niveau ligamentaire. Voilà. À force de kilomètres, vous allez créer des inflammations au niveau lombaire. Même chose sur les gens qui ont des différences de longueur au niveau des membres inférieurs. Ça, c'est assez fréquent, mine de rien. Si la selle est réglée assez haute, on va osciller du côté de la jambe courte, toujours du même côté. Et on va créer, en plus des irritations cutanées, on va créer voilà, une irritation au niveau lombaire, des cisaillements au niveau articulaire, au niveau du disque. Ça peut être compensé par des petits spacers, ce que j'ai mis en bas à gauche, donc des petites cales entre 1 et 9 mm en général, qui se mettent entre la cale et la chaussure, du côté de la jambe courte, pour essayer de récupérer cette compensation, en sachant qu'on compense au maximum 50% de la différence, parce qu'au-dessus, ça va créer trop de pression sur le genou aussi. Donc ça, c'est assez spécifique, mais c'est à savoir aussi. Les lombalgies, on a un bec de selle trop relevé ici, à gauche, ou alors ça peut être créé par une selle trop basse. Donc là, on a une rétroversion du bassin, un enroulement, une syphose lombaire. Donc à gauche, on voit que c'est tout enroulé. À droite, ça a été réincliné vers l'avant, donc il bascule beaucoup mieux et son bassin est mieux positionné. Les cervicalgies, ça peut être traité en réglant tout ce qu'on a vu avant, donc la selle trop reculée, le bec trop relevé, etc. Si ça persiste, ça peut être dû à un guidon trop bas ou trop profond, le cintre qui est trop loin. On se retrouve avec un enroulement des épaules, les coudes verrouillés, ce qui fait que vous amortissez tout avec vos omoplates et vos cervicales, il n'y a plus du tout d'amorti dans vos coudes. La potence trop longue, même chose que tout à l'heure. Un guidon qui est trop large, c'est pareil. On est obligé d'allonger un peu plus les bras pour aller chercher les cocottes ou le bas du cintre. Ça vous crée des tensions aussi dans le nerf médian qui peut créer des fourmillements, des brûlures au niveau des doigts. Je reviens sur ma dame de tout à l'heure. Là, on a des poignées de frein qui sont trop loin et trop basses. Donc, en les relevant un petit peu, ça peut permettre de diminuer la longe. Et puis, pour la position de triathlon, les prolongateurs inclinés vers le bas, ça va vous créer vraiment une bascule du haut du corps et des tensions cervicales assez majorées. Une bonne position pour moi au niveau triathlète, ça va être l'image en haut à droite, le tronc à peu près horizontal, le bassin qui est bien engagé en avant, donc s'il y a besoin d'incliner un peu la selle. Les oreilles à peu près à la verticale des coudes, plus ou moins 5 cm, pareil, selon la morphologie de chacun. Les prolongateurs relevés pour avoir une meilleure pénétration dans l'air et puis une meilleure prise, un meilleur pilotage. Les coudes bien posés sur les repose-bras. Souvent, ils sont au milieu des avant-bras et ça crée des tensions. Pas de contact, coup de genou. Et un maximum de 45 degrés de fermeture de hanche entre votre tronc et votre cuisse. Voilà. Là, on n'est pas loin des 45. Il ne faut pas que ça ferme plus que ça parce que derrière, ça va vous bloquer le diaphragme. Vous aurez une moins bonne capacité respiratoire. Et en plus, on va favoriser de la fameuse endofibrose iliaque externe. Et ça, c'est très fréquent aussi chez les cyclistes. Et c'est quelque chose qui nous pose beaucoup de problèmes. Donc, comme je dis, notre bonhomme en bas, aéro, c'est bien, mais pas au détriment de l'efficacité et du confort. Parce que là, je doute qu'il puisse produire beaucoup de watts là-dessus. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Alors ça, c'est un double vainqueur du tour. On pourra dire tout ce qu'on veut sur ses performances. Au moins, il est bien posé. Il a une selle inclinée, donc ça bascule son bassin en avant. On voit qu'il a un petit bit qui gonfle. Là, ça veut dire que l'angle de hanche est bien ouvert. Il peut ouvrir son diaphragme. L'angle épaule-tronc, il est un petit peu au-dessus de 90 degrés. Donc ça lui permet d'être plus stable sur ses omoplates et surtout de relever la tête plus facilement, d'avoir une extension cervicale beaucoup moins fatigante. Et dernièrement, les prolongateurs sont relevés, donc il a un meilleur pilotage et en termes de pénétration dans l'air, c'est beaucoup plus efficace. Dernière diapo, je me dépêche. En haut à gauche, on voit que voilà, il a les prolongateurs assez bas, les coudes sont très reculés, il pose sur le milieu des avant-bras. Donc ça lui met une charge énorme sur les cervicales, sur les épaules. Donc je pense qu'il peut tenir cette position peut-être 40 km, mais pas plus. À mon avis, ça doit tirer fort. En haut à droite, ça on le voit tous, la selle est trop basse. Il arrondit énormément au niveau de ses lombaires. Le genou est très fléchi, donc ça surcharge vraiment les facettes articulaires au niveau de son genou. En bas à gauche, bon ça c'est les anciennes positions il y a quelques années, mais là l'angle de hanche il est vraiment trop fermé. Je pense qu'il ne peut pas respirer là.
le guidon est trop bas, on peut lui réduire sa longueur de manivelle à la rigueur pour descendre un petit peu son genou. Mais c'est vraiment pas terrible. Et puis attention à droite, là, aux postures qui sont vraiment extrêmes comme ça. Il y a un petit peu une mode à incliner les cocottes, à les rentrer vers l'intérieur. Là, sur une position de poignet en hyperextension, pendant 1 ou 2 heures comme ça, il peut se créer une souffrance au niveau de ses nerfs médians et lunaires. Une crise de neuropathie irréversible, perte de force, perte de sensibilité qui ne revient pas. Donc attention à ça. Dernière diapo. Donc voilà, l'adaptation, comme dira Fabrice avec les charges d'entraînement, le corps il a besoin de progressivité pour s'adapter aux positions, aux changements de matériel, aux charges d'entraînement, il faut lui laisser le temps. Voilà. Merci. On va faire assez rapide. On va commencer juste avec une question là sur la visio. Est-ce que l'utilisation de semelles orthopédiques pour pallier une différence de longueur de jambe est suffisant ou les spacers sont plus adaptés? Alors là, la semelle orthopédique pour pallier à la longueur, ça va comprimer encore plus dans la chaussure. Donc, ça peut être suffisant s'il y a une très légère différence. Mais voilà, attention à ça, si la semelle est trop épaisse, ce sera insupportable dans la chaussure. Donc, si la différence est supérieure à 1 cm, 1,5 cm, un spacer, ce sera beaucoup plus intéressant. Ok. Il y avait d'autres questions dans la salle par rapport à ça? Ouais. Juste si on revenait sur la diapo d'avant, sur les positions là, un peu extrêmes en bas à droite. Du coup, quelle utilité aujourd'hui, à part les phénomènes, pour rentrer ces positions? Alors, pour rentrer les cocottes, ça va mettre le poignet en position fonctionnelle, un petit peu plus en ouverture, plutôt que d'être cassé en extension. Là, lui, il se met comme ça, c'est vraiment extrême. Mais sinon, Pourquoi ils le font? Ah, lui, pourquoi il le fait, je ne sais pas. Les autres, ils rentrent les cocottes, mais ils les tiennent normalement. Okay. Donc, ça ne pose pas de problème parce que le poignet se retrouve enroulé. Okay. Mais cette position-là, c'est catastrophique. Ok. D'autres questions ou... C'est bon? On va enchaîner du coup parce qu'on a pris un peu de retard. Du coup, pour le troisième intervenant, ça va être Gilles. Donc Gilles, c'est un triathlète, médecin. Son fils est un des meilleurs triathlètes de la région. Il court en première division. Et accessoirement, Gilles est organisateur de triathlon de Saint-Pierre-d'Albigny. Donc aujourd'hui, il va vous parler des urgences en course qu'il connaît bien pour en ramasser quelques-uns chaque année à Saint-Pierre et de l'hyponatrémie à l'effort. Voilà. Bonsoir à tous. Merci à Fabrice d'avoir organisé cette soirée. C'était un peu compliqué avec le Covid. Il est arrivé, bravo. Donc moi, je vais vous parler de faire un petit focus sur des urgences vitales, dont l'hyponatrémie à l'effort. Donc, c'est l'intoxication à l'eau. Donc, c'est plus parce que voilà, j'ai une certaine expérience de médecin sapeur-pompier et pas pour une quelconque réputation de buveur que je te fais ce sujet. On soit bien d'accord. Donc, je ne sais pas où est le topo. C'est pas le bon celui-là. C'est pas le bon. Alors, attends. Je sors. Voilà, pardon. Voilà. Donc l'eau peut être dangereuse. Donc c'est pas que pour les médecins, c'est pas que nos patients psychiatriques qui s'intoxiquent à l'eau. Il peut y avoir aussi les sportifs. Donc comment tu fais? Tu avances que on va y arriver. Donc l'hyponatrémie à l'effort. Il y a eu plusieurs registres. Bon, on parle souvent de l'hyperthermie maligne à l'effort, mais il y a aussi donc, cette pathologie aiguë. Ça va arriver. Donc, voilà, on considère qu'il y a depuis sur une dizaine d'années, il y a eu à peu près 200 cas de recensés mortels. Donc, voilà, des cas graves, des gens qui terminent en réanimation. Donc, de quoi on parle? C'est le déficit de sel dans le sang. Donc, il y a eu des premières études aux États-Unis en 2002 sur les marathoniens, où on a fait une prise de sang à un échantillon après le marathon de Boston, et il y avait 13% des finishers qui étaient en hyponatrémie. Il y a eu une étude pour une thèse de médecine du sport aussi sur l'UTMB en 2015. Alors, ce n'est pas 250 km l'UTMB, c'est un peu moins, 170, je ne sais pas pourquoi.
Donc, pareil, il y avait 124 coureurs qui sont prêtés à une prise de sang après l'épreuve et il y en avait presque 10% qui étaient en hyponatrémie. Donc, en triathlon, ça nous concerne puisque on a montré que c'était comme beaucoup de pathologies comme l'hyperthermie malignale et forte, c'est des fois des coureurs de niveau moyen engagés sur des épreuves d'endurance. C'est un peu le même problème que pour la cardiologie tout à l'heure. Donc, en triathlon, on est en plein dedans avec le développement de notre sport. Le temps chaud, le temps humide, c'est un sport qui se pratique souvent quand il fait chaud, quand même, c'est mieux, c'est plus sympa. Et puis, on a aussi des sportifs en triathlon qui sont assez rigoureux, consciencieux. Ils font leur truc, ils vont pas louper le ravito, voilà, tac, 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 ils boivent. Voilà. Et puis, on a aussi montré que moins on était entraîné, plus on perdait du sel dans la sueur. Et donc, il y a eu un cas vraiment documenté en 2015 sur l'Ironman de Francfort. Donc voilà, alors on revient, je refais un petit retour rapide sur les décès en triathlon, puisque là, on parle de décès sur l'hyponatrémie. Donc là, c'est la même étude que Stéphane nous a présentée tout à l'heure aux États-Unis. On a vu que c'est le seul registre vraiment fiable pour l'instant. C'était essentiellement des morts en natation. Et que le ratio de décès, 1,6, 1,7 pour les finishers. Voilà, donc, alors qu'en marathon, on est à peu près à 2 fois moins. Donc ça, on l'a bien vu tout à l'heure. Et essentiellement sur des gens de catégorie vétéran ou master, comme il faut dire maintenant, et en natation. Alors, quand on parle de mort subite, là, en tant que médecin qui a œuvré pas mal pour le triathlon, on a beaucoup parlé dans les différentes conférences médicales de la commission médicale de la FF3, c'est la leptospirose. Parce qu'on a eu malheureusement, quand on parle d'essais en triathlon, des cas de décès de triathlètes par la leptospirose. Et là, je tenais à faire un rappel là-dessus pour qu'on soit bien informé, parce qu'il y a un déficit d'information sur cette maladie. On estime qu'en France, c'est à peu près 600 cas par an. Avant, on voyait ça essentiellement outre-mer, à la Réunion ou Guadeloupe, dans les pays plus chauds. Mais en métropole, maintenant, on a quand même beaucoup de cas, et beaucoup de cas sous-diagnostiqués, des gens qui font de la fièvre, qui ont une leptospirose sans le savoir. Et malheureusement, on a eu plusieurs épidémies en triathlon, à la Réunion d'abord, et puis en métropole. Et il y a même eu un décès avéré en 2018 d'un licencié dans le sud-ouest. Donc, il faut vraiment y penser, parce que c'est quelque chose qu'on peut éviter. La leptospirose, c'est vraiment quelque chose à penser quand on pratique un sport de plein air, d'eau vive. Si on a de la fièvre, alors qu'on a fait de la natation en eau vive quelques jours avant, et ça peut aller jusqu'à 3 semaines d'incubation, alors qu'on n'est pas en plein hiver, qu'il n'y a pas le Covid, mais non, pas la grippe, par définition, on a tendance à dire que ça peut être la leptospirose. Et comme c'est une maladie qui peut rapidement dégénérer, il ne faut pas hésiter à traiter sans avoir le diagnostic. Le message, c'est un peu ça aussi, parce que si on attend le diagnostic, il est long. C'est des prélèvements qui ne sont pas faits par tous les laboratoires. Et la personne peut décéder de complications rénales, d'hémorragie. Il y a même eu des décès de leptospirose dans la région il n'y a pas tellement longtemps. Ce n'étaient pas des triathlètes, mais en Comte de Savoie, on a eu des décès de leptospirose par des baignades en eau douce. Donc, ce n'est pas rare. Certes, heureusement, c'est quand même pas tous les jours, mais il faut y penser. Donc, un triathlète qui a de la fièvre, qui s'est entraîné alors qu'on est en plein été, qui n'a pas le Covid, qui n'a pas la grippe, c'est plus difficile en ce moment. Une fois qu'on lui a fait le test Covid et qui est négatif, il faut penser à la leptospirose, et dans ces cas-là, il faut qu'il prenne des antibiotiques assez vite. C'est comme la maladie de Lyme, dès qu'on a le diagnostic, c'est facile à traiter, donc il ne faut pas s'en priver. Voilà, donc ça, je voulais faire ce rappel là-dessus sur la leptospirose. Donc, si on revient à l'hyponatrémie, donc, l'hyponatrémie à l'effort, c'est un trouble de concentration dans le sang. Donc, la définition, c'est quand on a moins de 130 millimolaires de sel dans le sang. Donc, après, selon la gravité, ça baisse. Donc, parce qu'on a perdu trop de sel. Donc, les signes avant-coureurs, c'est la nausée, les vomissements. On peut commencer à avoir les doigts gonflés, les chevilles gonflées, des maux de tête. Donc, malheureusement, ce n'est pas des signes qui sont très spécifiques. Tous les sportifs d'endurance peuvent avoir ça à un moment. Et après, très vite, il va y avoir des troubles de la vigilance. Et là, c'est là que ça devient dangereux parce que la personne, elle ne se rend pas compte. Et en plus, elle est un peu hagard. Donc, elle va penser même qu'elle est déshydratée. Et hop, elle va reboire un petit coup. Et hop, elle en met une couche. Donc, et ça peut aller jusqu'au coma. On pense que peut-être Johan Diniz sur la marche, certes, il avait les troubles digestifs, mais il y avait peut-être bien aussi l'hyponatrémie, puisqu'en plus, il se vidait. Donc il n'était plus vraiment avec nous. Et puis, il y a même des théories qui disent, est-ce que la zone, quand on est vraiment dans la zone en plein effort, est-ce que déjà, ce n'est pas les premiers signes du manque de sel, de l'hyponatrémie? Probablement.
Donc voilà, donc ça entraîne une cascade dans les milieux cellulaires, des phénomènes d'échange osmotique, bon ça c'est un peu technique, qui va aggraver la dilution du sang, et donc c'est des troubles digestifs, neurologiques, et ça peut aller jusqu'au coma et des décès en réanimation si ce n'est pas diagnostiqué. L'autre erreur qui peut arriver pour les médecins de l'urgence, c'est qu'il faut faire une correction par une perfusion de sel. Et souvent, dans le sport, on se dit voilà, il est en manque de sucre, il fait une hypoglycémie. Non, souvent, que ce soit l'hyperthermie maligne ou l'hyponatrémie, c'est plutôt des perfusions de sérum de chlorure de sodium et pas du sucre. Surtout que le sucre, c'est facile d'avoir un taux de sucre rapide. Donc, on a montré que le risque d'hyponatrémie était plus élevé chez les femmes. On ne sait pas pourquoi, mais dans toutes les études, il y a beaucoup plus de femmes qui sont surreprésentées, mais ne sont pas surreprésentées, pardon. On croyait au début, mais en fait, les cas sont plus graves quand ça touche une femme, et probablement par des phénomènes hormonaux. Voilà. Donc, il y a eu plusieurs registres, plusieurs études. Dans les triathlètes, pareil, il y a une étude sur un Ironman en Nouvelle-Zélande où on a fait des prises de sang systématiques aux volontaires, et il y avait sur 330 finishers, il y avait 18% qui étaient déjà en hyponatrémie. Donc heureusement, ils avaient peu de signes, ce n'étaient pas des formes graves, mais voilà, ils pouvaient vite basculer dans la pathologie plus grave. Et pareil, sur les marathons, il y a eu souvent des études qui ont montré qu'on arrive toujours à peu près à 10-13% de gens un peu limites. Alors, que faire maintenant qu'on sait ça? La prévention. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire pour éviter ça pour vous et vos sportifs? C'est déjà de bien se connaître. C'est comme tout à l'heure pour la cardiologie, pour l'entraînement, pareil pour le vélo. On ne transpire pas tous pareil. Apparemment, la concentration en sel n'est pas la même non plus chez tout le monde. Donc, il faut se tester, il faut y aller progressivement. Il faut commencer plutôt bien hydraté. L'idée, c'est de boire avant et pas forcément pendant. Ça sera moins toxique pour l'organisme de boire avant que pendant l'effort, où c'est plus difficile de gérer ça. Donc, les recommandations, c'est de boire dans les 2-3 heures avant jusqu'à 750 millilitres, puisque l'avantage, c'est que si on a bu en excès, on peut encore aller uriner avant l'effort, alors qu'une fois que l'effort est parti, souvent, on oublie, on n'a pas la passivité d'uriner, ou alors on a le nerf pudendal qui est coincé sur la selle. Et voilà. Donc, pendant l'exercice, il faut boire régulièrement, mais pas tant que ça. On estime, selon les personnes, selon la chaleur, entre 250 et 500 millilitres par 20 minutes d'exercice intense. Alors après, si on arrive du mal à gérer à l'entraînement, il y a la technique de se peser avant, de se peser après pour savoir combien on a perdu. Je vous rappelle que pendant l'exercice, tout ce que vous allez perdre sur la balance, ce n'est pas la graisse, ce n'est pas que vous avez fondu, votre régime a marché, non, c'est que de l'eau. Donc, si vous pesez avant-après, vous avez la perte d'eau. Alors après, il ne faut pas surévaluer les pertes. C'est pour ça que des fois, quand on a un peu de mal à gérer, il faut mieux se peser et faire des tests comme ça à l'entraînement. On a longtemps dit qu'1% de la perte du poids, c'était le maximum pour pas que la performance baisse. Et en fait, les dernières études montrent que c'est beaucoup plus. On peut aller jusqu'à 5, 6, 7, voire 8% sans trop de danger. Donc, c'est pour ça que l'idée, c'est il faut boire, mais pas trop. Il y a eu une étude sur l'autre marathonien, Gabriel Silasé, qui, quand il a fait son record à 2,05, il a perdu 9%, plus de 9% de son poids d'eau. Et il était quand même très performant. Donc, ça va aussi dans l'idée qu'on peut perdre jusqu'à 5% peut-être sans perdre en performance. Alors après, il ne faut pas s'hydrater qu'avec de l'eau, parce que là, on a plus de risques de faire cette intoxication. Donc, privilégier aussi les boissons adaptées. Donc, toutes les marques ont du sel. Il faut juste vérifier que c'est entre 0,5 et 1 gramme par litre. 1 gramme d'eau. On évite les comprimés de sel pur, parce que quand même, souvent, c'est un peu une tuerie pour l'estomac. C'est comme les gels, c'est quand même très difficile à digérer, à passer. Donc, en Ironman, les gens avaient l'habitude de ces comprimés de sel. Bon, je pense que c'est quand même plus simple d'incorporer ça dans une boisson adaptée. Après, ça dépend des personnes. Ne pas restreindre le sel dans son alimentation de sportif, parce qu'évidemment, si on s'est restreint en sel avant, de peur de grossir ou je ne sais pas quelle idée sur son régime, on aura plus de risques. Et surtout, ne pas utiliser des médicaments diurétiques pour perdre du poids avant les efforts intenses, parce que là, évidemment, on va être à risque. Et surtout, tous les médicaments de type anti-inflammatoire, c'est comme pour
pour la toxicité cardiaque, la mode de prendre des ibuprofènes, de l'aspirine avant les efforts ou pendant les efforts, on sait bien que c'est ce qui va engendrer le plus de risques d'atteinte grave. L'ibuprofène, c'est devenu une habitude chez beaucoup de sportifs, malheureusement, dans le trail, dans le monde du triathlon. Moi, par expérience, j'avais été surpris de voir que sur des Ironman, il y a énormément de gens qui mettent leur petit cachet d'ibuprofène pour les sacs ravitaillement pendant la course. Ça m'avait un peu effaré, mais bon. Donc, il faut vraiment dissuader ça et bien avoir l'idée que c'est très dangereux. Et ce n'est pas dans l'esprit de la course, parce qu'en plus, quel est l'intérêt de se prendre des cachets pour ne pas avoir la sensation de l'effort. Par contre, rassurez-vous, la bière d'après-course est quand même possible, puisque voilà, elle contient du sel et même idéalement, la bière sans alcool est plus riche en sel et moins diurétique, donc c'est encore mieux, mais bon. Voilà. Donc, après les autres urgences qu'on peut rencontrer en tant que soignant sur les triathlons, c'est la commotion cérébrale. On n'en a pas beaucoup parlé en triathlon. La fédération s'est penchée dessus lors de son colloque en 2019 à Marseille, parce que c'est vrai qu'il y a des sports qui sont plus en avance que nous sur la commotion cérébrale, mais on s'est rendu compte qu'en fait, les triathlètes étaient aussi touchés par ça et qu'il fallait y penser. Il fallait que les coachs, les soigneurs y pensent, puisqu'en natation, il y a quand même beaucoup de risques de commotion, de choc. La fameuse machine à laver de la première bouée, ce n'est pas un mythe, ils prennent beaucoup de coups, Julien peut en témoigner, et donc du coup, un athlète peut facilement faire une commotion, et il faut y penser. Alors, peut-être pas l'arrêter dès qu'il a pris un coup en natation, mais après la course, faire un peu le point, et si vraiment il y a eu un choc, qui se mette au repos, puisqu'on sait bien que la commotion cérébrale, le risque, c'est surtout pour les jeunes d'ailleurs, peut-être moins pour les athlètes adultes, mais pour les jeunes, toutes les études montrent que les commotions cérébrales mal soignées, où il n'y a pas eu un repos à la fois sportif et un repos intellectuel, cognitif dans les jours qui suivent, il y avait des risques de troubles de mémoire et des risques cognitifs sur les apprentissages. Il y a eu plusieurs études dans certains sports qui ont montré que les jeunes qui avaient eu beaucoup de commotions cérébrales au cours de leur parcours sportif avaient beaucoup plus de difficultés scolaires. C'était vraiment très net. Donc, y penser, ça existe en triathlon. Il y a la chute en vélo où il peut y avoir la commotion cérébrale, mais aussi en natation. Et en vélo, c'est Julien, mais on ne le voit pas. Mais... Alors, les autres traumatismes, évidemment, c'est les accidents classiques des cyclistes, les fractures de poignet, les fractures de scaphoïdes, souvent qui ne sont pas douloureuses au début. Les clavicules, ça c'est plus facile, malheureusement, c'est l'apanage du cycliste et du triathlète, puisque je vous rappelle, pour ceux qui le savent moins, les courses d'intensité de triathlon de courte distance, comme aux Jeux Olympiques ou en Division 1, sont des courses en peloton. Ce n'est pas comme un Ironman où on est en contre-la-montre. Donc, il y a des risques de chute, évidemment, plus que si on est en contre-la-montre individuelle. Les traumatismes rachidiens, donc cervicaux, mais aussi lombaires. Il faut se méfier des contusions lombaires qui passent inaperçues, les gens qui n'ont pas très mal après une chute, et finalement, c'est parfois des fractures des vertèbres lombaires. Moi, j'ai eu des fois le cas comme ça, et on se fait avoir parce que les gens n'ont pas tellement mal. Donc, toujours bien penser quand même à avoir des moyens suffisants quand on s'occupe de ça, d'avoir des secouristes compétents, des moyens d'immobilisation pour les gens qui ont des chutes pour éviter les complications neurologiques. Voilà. Alors, je refais un petit retour rapide sur la mort subite, puisque c'est aussi les urgences du triathlon. J'ai mis la photo d'un secouriste avec un DSA, un défibrillateur semi-automatique en vélo. C'est vrai que l'idée pour prévenir la mort subite du sportif, c'est aussi d'être rapidement en intervention avec un défibrillateur. Alors maintenant, c'est moins problématique qu'il y a quelques années, puisque c'est devenu heureusement très commun. Mais voilà, il faut y penser. Ça ne sert à rien d'avoir un défibrillateur si on l'a dans le gymnase ou si on l'a loin de la course. Il faut être au plus près de la course. Et en natation aussi, on voit trop souvent des épreuves, alors qu'on a vu que les morts, c'est essentiellement en natation, où les secours en natation sont quand même beaucoup trop réduits et beaucoup trop lents
il faut se méfier de ça. Et personnellement, voilà, j'ai un mauvais souvenir d'un triathlon auquel j'ai participé où il y a eu un décès lors de la natation. Et, et clairement, je ne dis pas que si les secours étaient parfaits, on peut le sauver, mais il y a souvent quand même une certaine inertie dans les secours en natation et on n'y pense pas assez. Il faut mettre le paquet là-dessus. Alors, la surreprésentation des triathlètes dans la mort subite du sportif, on en a parlé tout à l'heure. Clairement, tous les médecins qui suivent des triathlètes ou qui sont dans le milieu, on se rend bien compte qu'on a l'impression qu'il y a une surreprésentation. On a essayé plein de fois de faire des registres, de quantifier ça, c'est très difficile. Ça semble être en effet plus fréquent chez l'intensité. Plus il y a d'intensité, plus il y a de risques, et que c'est plus le problème de l'endurance, mais le problème de l'entraînement. Et clairement, il y a peu de sports comparables. Hein. C'est surtout ça, quand il y avait eu une revue de littérature où on a cherché tous les problèmes cardiaques dans les différents sports, le triathlon était quand même plus représenté. Mais voilà, il y a aussi peu de sports où il y a une charge d'entraînement aussi importante, à la fois en termes de durée hebdomadaire, à la fois en termes de durée de saison. C'est peut-être ça aussi le fait qu'il faut reposer un peu plus le cœur, puisque on a souvent comparé avec les skieurs de fond ou les cyclistes, mais les cyclistes, ils ont quand même une coupure, ils continuent de rouler, mais ils font plus d'intensité, beaucoup moins d'intensité. Les skieurs de fond, ils ont une grosse coupure l'été, alors que le triathlète international, professionnel, il va courir tout au long de l'année, parce que quand ça va être l'hiver ici, il va aller dans l'hémisphère sud, et finalement, il n'aura jamais de repos. Et c'est des fois 30-35 heures de charge d'entraînement avec des entraînements qui vont souvent en intensité. Alors heureusement, la mode actuelle de beaucoup d'entraîneurs, c'est de diminuer cette intensité pour éviter justement ce risque cardiaque qu'on imagine lié à l'excès d'intensité, même à l'entraînement. Donc la Fédération de triathlon a essayé de faire différents registres là-dessus. C'est en cours, mais c'est assez compliqué. Et l'autre problème cardiaque qu'on n'a pas évoqué tout à l'heure, mais qui est un problème dont on parle actuellement beaucoup dans les sports d'endurance, c'est le surrisque de fibrillation auriculaire, qui est un risque moins important que la mort subite par fibrillation ventriculaire, mais qui semble quand même exister et qui nous pose quand même des problèmes à tous les médecins. D'ailleurs, on commence à voir quand même avec tous les gens qui pratiquent du sport d'endurance, master, vétérans, et l'augmentation de la fibrillation auriculaire au fil de la vie, on voit bien que peut-être les sportifs sont plus touchés. Et donc, il y a eu un de nos collègues à Bordeaux qui a essayé de recenser tout ça, parce que là, pareil, c'est que des impressions. Pour l'instant, on a du mal à avoir vraiment des chiffres précis. Et lui, il a recensé toutes les études sur des sportifs endurants dans le monde, et il arrive quand même à un risque relatif de 1,9 chez des sportifs qui ont une activité cumulée toujours à haute intensité. Là aussi, il semblerait que le facteur, ça soit les sports de haute intensité, et pas forcément que les sports d'endurance, mais peut-être plus la haute intensité. À partir de 2000 heures de sport de haute intensité, il y a un surrisque relatif de 1,29 de la fibrillation auriculaire. Voilà. Donc évidemment, pourquoi on est sensibilisé au triathlon avec cette mort subite, c'est aussi le décès tragique de Laurent Vidal en 2014, alors qu'il avait été 5e au JO de Londres. Et voilà, il est décédé d'un problème cardiaque à l'entraînement en 2014. Un problème ventriculaire. Voilà, donc la mort subite, on en a parlé tout à l'heure. Bon, après, selon les chiffres, on a 500 à 1500. Quand on prend la fourchette élevée, c'est 1500. Quand on prend la fourchette basse, on prend 500. Ça dépend, il n'y a pas de registre. Il y a juste une étude qui est parue là en 2020 sur la revue des pratiques de médecine générale. Quelqu'un qui a vraiment aussi utilisé les chiffres d'un centre d'expertise à Paris, qui a vraiment pu recenser sur 60 départements, sur 5 ans, les morts subites, toutes morts subites. Et après, il a extrait les morts subites des sportifs. Donc, on se rend compte que finalement, ce qui est un peu rassurant pour nous, c'est que la mort subite c'est quand même essentiellement pareil, le pratiquant un peu âgé, et que finalement, la mort subite du jeune athlète de compétition, c'est pas plus de 5% des morts subites totales. Ça fait encore trop, mais voilà, c'est quand même à pondérer avec le chiffre brut, et que c'est essentiellement la tranche des 45-55 ans, l'âge moyen est de 50 ans. C'est la période à risque. Donc, c'est avant tout un problème d'hommes, puisqu'il y a plus d'hommes que de femmes, et c'est souvent des gens qui ont une activité d'endurance, mais de loisirs, ou qui se sont remis il n'y a pas tellement longtemps en sport. Donc, on en revient à la question tout à l'heure, savoir comment faire le suivi donc le suivi, clairement, on se rend compte, et la prévention, c'est de cibler à la fois les athlètes qui font de la haute intensité, parce qu'eux, ils ont un surrisque
inhérents à la pratique. Donc, même s'ils n'ont pas de signes, il faut quand même qu'ils voient un cardiologue, qu'ils fassent une épreuve d'effort ou une échographie de temps en temps. Et le sportif vétéran qui va se remettre au sport ou qui va faire beaucoup d'endurance, et lui, il a un surrisque de par l'âge, peut-être d'autres facteurs de risque. Voilà. Donc, la cause, elle n'est pas vraiment identifiée dans la majorité des cas dans ce registre, puisqu'on fait très peu d'autopsies en France, contrairement à d'autres pays. Donc, quand on a fait les autopsies, essentiellement, ça reste des maladies coronaires. C'est quand même des artères bouchées très souvent. Et que finalement, dans les registres, les canalopathies, les Brugada, le QT-long, tout ce qu'on craint, ça représente heureusement peu de choses. Et puis peut-être qu'à force d'en parler, à force de faire de la prévention, on arrive peut-être aussi à détecter plus. Je ne sais pas si probablement on en voit peut-être plus, vous arrivez à en détecter plus en cardio. Voilà, donc, et c'est des gens qui ont des facteurs de risque. Si on reprend l'interrogatoire de la famille, tout ça, finalement, c'est des gens qui ont arrêté le sport, qui ont repris, qui fument un peu, qui ont du cholestérol et qui ne nous disent pas forcément. Et on voit tous des sportifs qui continuent à avoir des conduites à risque et qui, quelque part, inconsciemment, sont protégés par le sport. Il y a encore cette idée-là, oui, mais je fais du sport, donc ça va me protéger. Non. Voilà, et heureusement, le taux de survie à la sortie de l'hôpital de ces accidents cardiaques graves, il est plus important que chez la mort subite du non-sportif. 16%, c'est encore pas beaucoup, mais bon, voilà. Et il y a des disparités départementales importantes dans ce registre. Et là, ça, j'en reviens à ma casquette de médecin sapeur-pompier. C'est que voilà, et clairement, c'est dans les départements où il y a eu plus de formation au secourisme, plus de gens investis dans le secourisme. Vous voyez qu'il fallait mieux faire ça, il faut mieux faire sa mort subite à Lille que dans d'autres régions où, à Lille, 90% avaient eu un massage cardiaque d'emblée. Et quand on regarde, l'auteur de l'étude a comparé avec le nombre de gens formés en secourisme et le nombre d'enseignants de secourisme, et il y avait une corrélation. Donc, ça reste important d'avoir le DSA, d'avoir des gens formés et après de faire des choses, parce que l'autre problème, c'est que des fois, on a tout ça et puis les gens n'osent pas aller vers le blessé. Voilà. Je vous remercie. Merci Gilles. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Ok, du coup c'est cool, on va pouvoir enchaîner avec Fabrice Descombes qui va nous présenter un petit topo sur le surentraînement, les troubles du comportement alimentaire et les aménorrhées secondaires. Alors, il faut que j'arrête là. C'est bloqué là. Il est dans le bureau. C'est bon. Tu mets tu l'as mis pas? Ouais, le partage. Ah, je clique dessus. Ok. Ouais, ça. Ah. C'est bon, c'est là. Alors, bonjour à tous, je vais essayer de parler fort. Il est tard, je le savais, c'est pour ça que je me suis mis en dernier. Comme ça, je vais essayer d'aller rapidement à l'essentiel pour vous faire part un peu de mon expérience et puis essayer de profiter de la vôtre ou vous faire réagir un petit peu. Voilà, il y a eu quelques athlètes qui m'ont un peu touché ces derniers temps. Quelques suivis qui n'ont pas été forcément simples et qu'on a fait avec quelques collègues, je vous en parlerai. Donc, voilà, j'essaye de sensibiliser un petit peu sur les pathologies liées à la surcharge d'entraînement. Donc, on en a déjà un petit peu parlé. Moi, je vais détailler un peu certains points. Pourquoi? Parce que la première fois qu'on m'a parlé de triathlon, je me suis dit vraiment c'est un sport où on ne s'arrête jamais, où c'est vraiment trop addictif, ça ne va pas du tout, quoi. Donc jamais pour moi. Et puis vous verrez que finalement, de fil en aiguille, je me suis retrouvé là, quoi. Donc je voulais vous en parler. Alors, donc du coup, les liens d'intérêt, vous jugerez si j'ai des conflits. Donc, Medipôle, ici, moi je travaille ici. Donc, voilà, merci à Medipôle pour la logistique. Club de triathlon, je suis licencié, on ne dirait pas. Je ne suis pas souvent à faire des bouchons dans les lignes d'eau, il faudrait peut-être. Donc, voilà, on fait de la pub. Donc, pour le Medipôle, oui. Pour le club de triathlon, on me refuse du monde. Bon, pour la société Dauphiné-Savoie, alors là, par contre, on accepte tout le monde. Donc, bienvenue, venez un peu, on a besoin de 109. Je suis aussi médecin conseiller départemental, donc jeunesse et sport, cohésion sociale, donc pour la protection des sportifs. Il y a un truc qui a été coupé.
Je suis médecin généraliste aussi, mais bon, voilà, c'est pareil, je ne prends pas de nouveaux patients, donc je ne fais pas de la com. Et puis, voilà, les photos, c'est les photos d'un voisin et photographe pro qui était au JO et qui m'a gracieusement prêté ces photos pour vous faire vivre un peu de sport en live. Et vous verrez qu'elles sont jolies. Alors, donc surcharge d'entraînement, on en a parlé un petit peu, enfin, Gilles en a parlé un petit peu. L'idée, c'est surcharge d'entraînement par rapport à la récupération. Donc, on parle de plus en plus de récupération. La charge d'entraînement, maintenant, elle est liée au niveau d'intensité. On en a parlé. Donc, le triathlon, il y a un gros avantage et un gros inconvénient. L'avantage, c'est qu'on peut faire des doubles séances, triples séances. Donc, du coup, on peut ne jamais s'arrêter. Et l'inconvénient, c'est que du coup, on finit par se fatiguer et puis à jamais penser à récupérer. Voilà. Et un des avantages, c'est que voilà, quand on est vieux, quand on a mal au genou, on peut faire du vélo. Quand on est blessé comme moi avec mon mollet, je peux faire du vélo ou de la natation. Donc, du coup, en fait, on ne s'arrête jamais. D'où les pathologies dont je vais vous parler. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire un petit peu sur le nombre d'heures par semaine? C'est difficile. Il y a une triathlète pédiatre qui est là, donc je parle sous contrôle. Hein, donc, moi, j'avais un peu cette notion. Vous me direz ce que vous en pensez, c'est pour échanger. 1 heure d'activité semaine par année d'âge à peu près, donc 10 ans, 10 heures, 12 ans, 12 heures. Puis après l'adolescence, la puberté, on dérape un petit peu. Voilà, c'est une idée, c'est juste pour commencer à voir un petit peu quand on dépasse un petit peu ça, et ce qui va très très vite. Je ne citerai pas de nom, hein, les enfants derrière. Donc du coup, ça va très vite. On a un petit warning qui dit, bon là, voilà, ça clignote. On a commencé à faire 12 heures d'entraînement, 13 heures, 15 heures voilà, dans les pôles. Julien peut vous en parler. Il me semble que c'est pour les espoirs, c'est 20-25, élite 25-30, voire 30-40. Voilà. Donc, ça, il faut essayer de le noter, de le quantifier un petit peu. Parce que ça va influer pas mal sur l'adaptation du corps et de l'athlète à cette charge d'entraînement. On va parler pas mal notamment de dépenses énergétiques parce que la charge d'entraînement implique un excès de dépenses caloriques qu'il va falloir, donc on augmente beaucoup les pertes en plus du métabolisme de base, donc il va falloir, grâce aux diététiciens et diététiciennes qui sont par ici ce soir aussi, je les remercie, il va falloir compenser un petit peu ça pour avoir une balance, on en rediscutera un peu, qui soit équilibrée, voire qui soit un petit peu suffisante pour continuer à pratiquer et voire ne pas avoir de troubles, du triade d'athlètes ou de choses qu'on va détailler après. Voilà, après, donc, la surcharge d'entraînement dépend aussi du paramètre environnemental. Hein, il y en a qui font encore des études, il paraît, ou d'autres qui ont un boulot à côté, alors, même s'ils n'y vont pas toujours. Voilà, donc la récupération, elle va être liée aussi à toute la charge mentale que les parents peuvent avoir, ou que les jeunes peuvent avoir au niveau scolarité et autres, et l'environnement, la distance, le froid, le contexte sanitaire peut influer sur l'adaptation à l'entraînement. Alors, les risques, traumatiques, on en a parlé, hein, Gilles en a bien parlé, vous en avez bien parlé. Donc, on rappelle quand même que pour voir les sports à risque, on calcule par rapport au temps d'exposition en fait, au sport. Et donc là, on a un temps d'exposition qui est très très long, d'où la multiplication des traumatismes qu'on a détaillés tout à l'heure. Donc moi, je vais parler plutôt de symptômes un peu généraux. Donc, on va parler surentraînement. Parce que c'est plutôt connu, où on pense connaître, mais ce n'est pas si facile. Je me suis rendu compte en préparant le topo que j'avais l'impression de connaître des trucs et finalement que ce n'était pas si simple. Troubles du comportement alimentaire, troubles des cycles, donc chez les filles, hein, bien sûr, aménorrhée, primaire ou secondaire, on va plutôt s'intéresser aux secondaires, et troubles du capital osseux et fractures de fatigue. Voilà, donc en fait, ça dépend un petit peu l'entrée par lesquelles on arrive. On verra que c'est bien d'aller chercher un petit peu les athlètes un petit peu dans ces questionnements, mais que ça peut arriver parce qu'on nous a adressé. Moi, j'ai l'impression qu'on m'en adresse de plus en plus. Alors, est-ce que je suis plus vigilant ou est-ce qu'il y en a plus? Ça, on pourra en discuter, en débattre. Mais des filles ou des jeunes sportifs qui viennent parce que petit poids, parce que fracture de fatigue, parce que aménorrhée, parce que baisse de la performance, on en a quand même régulièrement, je pense, à nos cabinets. Et voilà, il va falloir qu'on sache un peu quoi faire.
Alors, le surentraînement, donc c'est un petit peu connu, étudié depuis longtemps. En gros, si on veut résumer très schématiquement, c'est une accumulation de fatigue physique et psychique et qui est en lien à une activité qui est trop intense. Donc, on a plein de petits schémas pour expliquer l'entraînement, avec une phase de repos, une phase d'entraînement où on se fatigue, une phase où on récupère où on récupère de sa fatigue pour après avoir une phase de surcompensation et pouvoir se réentraîner normalement pour pouvoir encaisser la charge, etc. et avoir une pente qui monte. Alors que le surentraînement, c'est une courbe qui descend parce que la récupération est mauvaise, insuffisante, parce que le sommeil est trop court, parce qu'il est de mauvaise qualité, parce que pour plein d'autres, on peut parler un peu de toutes les techniques de récupération. Je pense quand même que le sommeil est essentiel. Voilà, donc j'ai mis fréquence avec un point d'interrogation parce que je vais vous interroger un petit peu. Donc, est-ce que vous en voyez? Est-ce que vous trouvez qu'il y en a beaucoup dans votre pratique? Est-ce que vous avez été soumis à ça un peu? Je dis ça parce que j'ai eu la flemme et je n'ai pas trouvé de chiffres. Alors, voilà, donc je vous renvoie un peu la question. Des idées? C'est fréquent, pas fréquent? Il y en a beaucoup, pas beaucoup? Pas mieux? Je savais que vous n'alliez pas m'aider. Bon, c'est pas grave. J'ai eu Anne Favre-Juvin, qui était une ancienne présidente de la Société Dauphiné-Savoie, qui disait qu'elle envoyait un petit peu. Alors, selon les sports aussi, c'est très difficile d'avoir des estimations, des chiffres. On a plutôt des fourchettes, mais qui sont des fois des râteaux, tellement selon le sport, on a des diverses appréciations un peu de ce diagnostic de surentraînement. Donc, la fréquence, c'est quelques pourcents, peut-être 2-3% dans les sports un peu exposés. Et avec peut-être l'apparition avec l'augmentation des distances un peu en ultra-trail, en ultra-marathon, en ultra-tout, avec des surentraînements plus durables, un peu plus longs à traiter, qui mettent vraiment longtemps à récupérer, voire plusieurs mois, voire plusieurs années. Alors, diagnostic différentiel, allez, des idées sur le surentraînement. Quelqu'un vient vous voir pour un surentraînement. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Nico, allez, vas-y. Pas d'idée. On vous a vraiment endormi, mince, mais trop tard. Alors, à part le surentraînement, qu'est-ce qu'on peut avoir? Quelqu'un qui est fatigué, qui baisse. Il a pris de l'âge. Alors, il a pris de l'âge. Voilà. Alors, des adaptations avec l'âge, c'est vrai qu'on aimerait bien avoir des cœurs de jouvence, on aimerait bien rester jeune, mais des fois, on se rend compte qu'on baisse de performance parce qu'on vieillit. Et physiologiquement, après 25 ans maximum, on ne fait que baisser. Alors, on freine un petit peu la chute, mais on ne fait que baisser. Non, pas d'autres? Bon, allez, on verra dans la diapo. On verra dans la diapo d'après. Oui. Ah, dépression, très bien. Ouais, c'est noté. Ouais, ça en fait partie. Pathologie organique. Ouais, alors pathologie organique, on va parler. Thyroïde, anémie, il faut y penser. Chez la fille, on va dire. Bon, voilà. Donc, prise en charge. Donc là, ce qu'il faut retenir, est-ce que j'ai essayé un peu ce qu'on a essayé un peu de mettre en place avec des collègues, c'est d'avoir une prise en charge multidisciplinaire. Donc, je dis médecin, c'est très, très égoïste et pas très gentil, mais c'est tout le corps médical. Donc, psycho, neuro, pédiatre, diète, kiné, ostéo, et puis tous les entraîneurs, préparateurs, coachs, psychologues du sport, et j'en passe. Voilà. Je pense que plus on est près des athlètes, plus on les connaît en amont et plus on va pouvoir aller les chercher un petit peu. Ah oui, si vous voulez voir si vous êtes surentraîné, vous pouvez faire le lien que je vous ai mis en bas. Donc, c'est sur le site de la Société française de médecine du sport. Donc, vous tapez un peu, il y a un questionnaire et ils vont vous dire si vous êtes potentiellement surentraîné. Alors, vous pourrez le faire après ou vous pouvez prendre vos smartphones un petit peu. C'est autorisé pour une fois, les enfants. Donc, le cut-off, c'est pas, je crois, il me semble, par contre, j'ai essayé et en fait, moi, il m'a dit, vous n'avez aucun risque d'être surentraîné. Voilà. Parce que je crois que le cut-off, c'est 45 heures par semaine dans leur questionnaire. Donc, voilà, j'en suis loin. Pas par semaine, excusez-moi, par mois. 45 par semaine, j'en suis loin. J'espère qu'il y en a encore beaucoup qui sont loin des 45. Julien, je ne sais pas si tu as fait déjà 45 heures par semaine. Non, ça va. Bon. Donc, voilà, vous pourrez faire le petit test. Définition. Donc voilà, c'est un déséquilibre entre la charge d'entraînement et la récupération. Bon, c'est très, très global. Donc, les signes, qu'est-ce qu'on peut avoir? Baisse de la performance. Ça, c'est souvent ce qui alerte un petit peu. Augmentation du rythme cardiaque, irritabilité, blessure, voilà, tous les troubles organiques, troubles du sommeil, de l'alimentation, de la libido. J'ai réveillé personne, dommage. Et des résultats scolaires. Voilà. Donc, diagnostic différentiel, j'avais dit que vous en parlez.
Les virus, ouais, personne ne m'a sorti le Covid, dommage. Voilà, on aurait pu rigoler 5 minutes. Hypothyroïdie, asthme, j'ai trouvé asthme aussi dans un papier. Voilà, dépression du sportif, burn-out, on peut discuter. Voilà, il faut de toute façon éliminer toutes les causes autres et organiques avant de dire que c'est vraiment un déséquilibre voilà, entre la charge, qui n'est pas toujours facile à quantifier parce que vous verrez, les questionnaires, c'est très subjectif et c'est rempli un peu de façon plus ou moins partiale. Donc voilà, c'est vrai que le suivi SHN a le mérite d'avoir de plus en plus de s'étoffer, d'avoir de plus en plus de questionnaires psychologiques, alimentaires, sur entraînement et tout ça, mais il faut savoir que souvent, ça peut arriver que les athlètes cochent non, juste pour être tranquille, pour avoir validé le truc et puis passer à autre chose, quoi. Donc, relation de confiance, écoute, proximité, empathie, je ne sais pas, tout ce que vous pouvez tester, tout ce que vous pouvez essayer pour essayer de les avoir et de les avoir, en vrai, quoi, d'avoir des vrais questionnaires objectifs. Alors, troubles du comportement alimentaire, j'aurais pu vous montrer une belle photo d'anorexique, mais j'ai préféré vous montrer une belle photo d'un glouton de médailles. Donc, quand on parle de troubles du comportement alimentaire, voilà, il y a anorexie, boulimie. Bon, je vous ai remis un peu des chiffres, ça reste quand même relativement, je ne sais pas comment on peut le dire, relativement faible, 3% de la population, mais peut-être quand même sous-estimé ou sous-pris en charge. Donc, voilà, à l'instar de la leptospirose, on peut aussi parler un petit peu de tous ces problèmes. Donc, anorexie mentale, c'est vraiment une maladie. Donc, c'est anorexie. Donc, je fais référence vous verrez dans ma biblio au mémoire de Sarah Grange, qui est ici, qui est diététicienne à côté de chez moi, qui a fait un super travail sur des cyclistes là, du pôle Espoir de Chambéry. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, l'anorexie mentale, c'est vraiment une maladie donc de la classification DSM-5, je ne sais pas quoi là. Donc, et ça veut dire anorexie, pas de faim, pas d'envie de manger, quoi, pas du tout. Alors que là, on parle plutôt de restriction alimentaire, un peu dans l'anorexie du sportif ou l'anorexie de l'athlète, qui est quelque chose que j'ai découvert aussi par la même occasion, et où on est plutôt dans l'excès de contrôle, dans la restriction, mais volontaire à but de performance ou de croyance ou de contrôle de son corps. Donc, bien entendu, les sports qui sont le plus à risque de tout ça, c'est les sports à catégorie de poids, les sports antigravitationnels, parce qu'il faut s'envoler en l'air, et les sports d'endurance, d'où le triathlon. Donc, dans l'étude, dans le mémoire, on s'est posé la question un peu de savoir si le sport était protecteur ou déclencheur un peu pour les troubles du comportement alimentaire. Parce qu'on se dit, oulala, elles veulent toutes être maigrelettes ou maigrelées un peu chez nos cyclistes. On en a eu qui ont parlé ouvertement un peu de leur anorexie. Pour grimper les cols, c'est vrai que des fois, on a un peu l'impression d'être lourd et au bout d'un moment, même si on achète des beaux vélos en carbone très, 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 très légers et très, très chers, on travaille quand même le poids qu'on a sur nous. Donc, des fois, on est tenté d'en avoir moins. Et avec des techniques plus ou moins louables. Voilà, donc l'anorexie, vous connaissez un petit peu, voilà, donc le contrôle, il y en a qui se font vomir, il y en a qui prennent des diurétiques, etc., etc. Donc, est-ce que du coup, c'est juste le sport qui va le faire déclencher? On s'est rendu compte que le sport pouvait aussi être protecteur un petit peu par rapport aux troubles du comportement alimentaire. Il suffisait d'avoir un environnement qui était un peu favorable. C'était quand même beaucoup dicté par la famille. Les repères alimentaires qu'on a à la maison sont quand même très, très, très importants. Donc, merci aux mamans de bien faire à manger. Non, mais je dis ça parce que moi, je ne sais pas faire à manger. Je suis très content et je vous remercie. Voilà, ça y est, quoi. Donc, les papas, bravo, ceux qui sont pas comme moi, qui sont capables de faire à manger et de façon équilibrée, raisonnable et tout ça. Donc, c'est pour vous dire que c'est hyper important pour être protecteur, un peu le rôle bien sûr du coach, le rôle des représentations, et j'espère et je souhaite que les médecins, que les kinés, que les psychologues et tous ceux qui interviennent autour du sport puissent être sensibles à ça et véhiculer des bons messages de santé et être protecteurs par rapport à ça. Donc, je redis que la prise en charge
très compliqué. On a eu la chance d'avoir quelques bons résultats en travaillant avec un groupe. Donc, moi, je travaille comme ça. La diététicienne, elle pèse, elle fait le régime alimentaire. Moi, je m'occupe des constantes biologiques, suivi la tension, la fréquence cardiaque qui a tendance à s'effondrer. Et ce n'est pas un signe d'être bien entraîné que d'avoir sa fréquence cardiaque qui baisse. Ça peut être un premier pas vers une anorexie grave. Les troubles ioniques, l'hyponatrémie, plein de choses, un peu les troubles à l'électro aussi, les bradycardies, l'augmentation de QT, plein de choses, réversibles un petit peu avec la reprise de poids. Mais voilà. Et la psychologue, parce que souvent, il y a quand même un gros contexte psychologique un peu difficile. Et en fait, chacun son boulot. Et plus on communique, et plus l'athlète a notre confiance, et inversement. Et parce que je rappelle quand même que l'anorexique est quand même le patient le plus menteur, et il se ment d'abord à lui-même, c'est pas contre vous, mais le plus falsificateur un peu d'informations qu'on connaisse. Donc voilà, donc si on arrive à avoir un peu la confiance, et qu'on a quelque chose à leur proposer, parce qu'on traite et on soigne que ceux qui ont envie de se soigner, on arrive des fois à avoir des résultats. Et c'est vrai que quand on a des athlètes qui reprennent un poids, et qui d'ailleurs, de ma petite expérience, mais il y en a quelques-unes qui ont repris un poids à peu près normal, les règles c'est plus compliqué, on en parlera après, se sentaient plus en forme, il y avait moins de maladies, des performances qui étaient plutôt améliorées alors qu'elles avaient imaginé l'inverse au début. Donc voilà, plutôt intéressant. Donc deuxième partie, dans la triade un peu de l'athlète aussi, il y a les troubles du cycle. Donc là aussi, je parle sous contrôle gynécologique par ici. Donc voilà, oligo, spanioménorrhée, donc les dérèglements des règles, jusqu'à l'aménorrhée. Donc aménorrhée primaire, on en parlera un petit peu moins. Donc c'est absence de règles. L'aménorrhée, c'est absence de règles. Primaire, ça veut dire qu'on n'en a jamais eu. Et secondaire, c'est qu'on en a eu et qu'elles se sont soit espacées, raréfiées, voire ont complètement disparu. Donc ça, c'est franchement lié au déficit énergétique. Voilà. Donc c'est le volume d'entraînement, on en parlera pour la fertilité, il est impactant, mais c'est vraiment le déficit énergétique qui fait que il y a une baisse de l'axe hypothalamo-hypophysaire, et donc du coup on met en veille complètement les fonctions de reproduction qui ne sont pas primordiales quand on en est à de la survie, en gros, si on veut résumer. Donc, il y a des causes centrales ou périphériques, on pourra en discuter si vous voulez un petit peu. Donc, liées au poids beaucoup et au volume d'entraînement. Mais voilà, c'est parce que ça va avec. Et quand on a un petit poids, faut demander pour les règles. Et quand on a une aménorrhée, faut demander aussi ou vérifier un petit peu le poids, tout ça. Bilan, voilà, c'est pour info, un bilan initial éventuellement de l'aménorrhée secondaire qui dure depuis quand même quelques mois, 4 à 6 mois avant. Déjà, on ne le sait pas en général, et puis on laisse un petit peu de temps quand même. LH, FSH, estradiol, testostérone, ça se discute. Après, il y a plein d'autres trucs un peu plus spécialisés. Après, je pense que n'hésitez pas à passer la main à des médecins ou des gynécos, surtout des gynécos qui ont un petit peu l'habitude de troubles de la fertilité. Je ne fais pas de pub. Voilà, et là c'est pareil, donc prise en charge multidisciplinaire aussi, gynéco, endocrinologue aussi, j'en ai vu, merci, et puis tous ceux qui peuvent s'intéresser un petit peu à ça. Donc on détaille un tout petit peu, aménorrhée primaire, donc absence de règles avec présence de caractère sexuel secondaire, poitrine, pilosité. Bilan, on le fait à partir de 16 ans, donc je vous montrerai, j'ai un très bel article de Carole Maître qui est gynécologue à l'INSEP. Je vous recommande de le lire un petit peu, qui est très bien fait, très exhaustif. Donc voilà, elle recommande un bilan à partir de 16 ans, voilà, bilan hormonal, échographie plus ou moins karyotype, éventuellement pour rechercher des Turner ou des choses comme ça, si on n'a pas d'autres signes cliniques de ces pathologies. Aménorrhée secondaire, donc là c'est lié à un déficit oestrogénique, donc lié à une freination de l'axe hypothalamo-hypophysaire, on en a parlé, lié au poids, déficit énergétique ou au volume d'entraînement et où. Donc la conduite à tenir, c'est simple, ça paraît simple, il faut reprendre du poids. Voilà, les trucs, les références, si vous voulez un petit peu, mais les diététiciennes seront plus performantes que moi. C'est le minimum, c'est 30 kilocalories par jour et par kilo de masse maigre. Je n'ai pas détaillé un peu. Donc voilà, ça veut dire qu'il faut qu'on remonte à des valeurs de nutrition qui soient quand même supérieures, quoi.
Donc ça, c'est pour le premier type d'aménorrhée secondaire. Après, il y a un autre diagnostic, c'est le syndrome des ovaires polykystiques. Donc la définition, vous l'avez, c'est 2 des 3 critères suivants. Donc sur une échographie de compte ovarien, vous avez plus de 20 follicules qui font entre 2 et 9 mm, donc par ovaire. Voilà, des cycles irréguliers ou une anovulation et éventuellement, mais qu'on n'a pas trop, et notamment chez les SOPK des sportives qui sont plutôt fines, on n'a pas trop les signes d'hyperandrogénie, donc acné, hirsutisme, ce genre de choses. Donc, voilà pour les troubles des cycles un petit peu, et qui vont être très, très impactants sur la formation du capital osseux. Donc, après, il y a encore d'autres problèmes liés au déficit énergétique. Moi, je ne vais pas pouvoir parler de tout ce soir, et puis il est déjà tard. Donc, déficit du capital osseux, la formation du capital osseux, on sait qu'elle se fait jusqu'à 20-25 ans et qu'après, c'est perdu. Donc, le retard qu'on prend à l'allumage, on le récupère difficilement, quoi. Donc là, c'est lié au poids, au déficit oestrogénique, donc la maturation de l'os, éventuellement du manque de calcium lié à la pratique sportive, des fuites un petit peu liées à la transpiration ou autre. Et donc, c'est d'autant plus, alors les troubles osseux, c'est d'autant plus lié au sport porté. Alors, l'avantage du triathlon, c'est qu'il y a un peu de sport porté, un peu de sport quand même avec des vibrations un peu pour stimuler l'os, donc la course à pied. Donc, du coup, ça peut peut-être équilibrer un petit peu ça. Mais donc, chez les cyclistes, on a des vrais déficits de construction osseuse avec des diagnostics à l'ostéodensitométrie, comme je l'ai marqué, avec des vraies ostéopénies, voire des ostéoporoses. Et on a même récemment un athlète qui n'a pas été repris, qui a été obligé de finir sa carrière parce que ostéoporose. Donc, après multiples fractures de clavicule, on lui a dit qu'on ne le reprenait pas, enfin, qu'il ne pourrait pas changer d'équipe parce qu'il avait un capital osseux qui était trop effondré, quoi. Et donc, tout ça, voilà, c'est une des portes d'entrée éventuellement dans nos cabinets, c'est la fracture de fatigue. Donc, fracture de fatigue, comme vous le savez, ou comme vous avez aussi l'expérience pour les médecins ou pour ceux qui pratiquent ou ceux qui en ont déjà vu, ce n'est pas si facile à reconnaître. On a toujours envie que ça ne soit pas ça. On imagine que c'est une petite douleur, une périostite ou tout ce qu'on veut. Mais voilà, on en trouve de plus en plus. Est-ce qu'il y en a beaucoup plus ? Probablement avec le volume d'entraînement, les problèmes osseux, les sports où avant la puberté où on retarde un petit peu les problèmes oestrogéniques, probablement, moi j'ai l'impression qu'on en voit quand même de plus en plus. Après, on a des examens plus performants. Je ne sais pas s'il y a trop de radiologues, non, peut-être pas, mais donc c'est vrai qu'on a l'IRM maintenant qui nous montre des très belles images. J'aurais pu vous en montrer, mais il y avait un peu des droits d'auteur, ou alors des conflits personnels, donc je ne vais pas vous montrer. Donc, avec l'IRM, on voit très bien, voire avec la scintigraphie osseuse qui sont maintenant couplées au scanner, et donc on a le diagnostic assez facile. Donc, pour les troubles osseux, ce qu'il faut retenir, c'est que l'index de masse corporelle n'est pas forcément le meilleur outil, même si c'est ce qu'on a le plus facile. Donc, c'est le rapport entre le poids et la taille au carré. La référence, c'est le DEXA, donc c'est de l'absorptimétrie biphotonique un peu. Bon, voilà, donc c'est un gros appareil de radio, mais qui donne un peu un vrai état objectif de la masse grasse, et c'est ça qui influe sur le capital osseux, quoi. Donc, à défaut, on a la pince à pli qui est quand même plus accessible en cabinet et qui peut nous donner un peu des informations, notamment sur le suivi, quoi. Et c'est vrai que moi, c'est pas forcément facile de sortir la pince à pli quand quelqu'un est très maigre. L'examen, quelqu'un qui a des troubles du comportement alimentaire, notamment les anorexiques, n'ont pas trop envie, ont des habits larges, et n'ont pas trop envie de nous montrer un petit peu leur état cutané ou leur état physique. Donc, c'est pas toujours facile à amener. Mais bon, ça peut apporter des informations, et notamment sur une reprise de poids, pour savoir si on reprend de la masse grasse, qui est vraiment important pour récupérer des règles et pour récupérer du capital osseux. Pour récupérer des règles, vous verrez, vous avez peut-être déjà entendu, c'est plusieurs mois, même avec un index de masse corporelle normal. Alors, index de masse corporelle normal, vous diriez quoi? Des idées? 18 à 25, ouais. Donc, en dessous de 18, on est maigre.
Ouais. Et entre 18 et 19, on a quand même beaucoup de troubles, déjà des troubles des cycles, en fait. Et certains gynécologues ou dans la fertilité, on parle plutôt d'essayer de reprendre un IMC, mais alors voilà, ça dépend un peu de la masse grasse, plutôt au-dessus de 18,5 et voire 19. Dans le pôle de cyclisme, elles sont toutes entre 18 et 19. Pas toutes des troubles du cycle, mais voilà, ça reste quand même des petits poids. Entre 18 et 19, on n'a pas beaucoup de marge quand même, quoi. Donc, et en dessous de 18, voire après, on a des catastrophes, on est des fois en dessous, et ben, on a plus de problèmes, quoi. Donc, le bilan, après, on peut faire un bilan phosphocalcique. Bon, le reste du bilan, il faut le faire, voilà, chez le médecin. L'ostéodensitométrie, ouais, j'avais un peu un frein à la prescrire. En fait, la CPM, elle est plutôt pour. D'ailleurs, ils ont fait des plans ostéoporose, alors plutôt chez le vieux, mais pourquoi pas chez le jeune aussi. Et en fait, dès qu'on a une indication, enfin une suspicion d'ostéoporose ou d'ostéopénie, eh ben, ça peut tout à fait être remboursé. Donc, au-delà de 6 mois ou 1 an d'absence de règles, on peut tout à fait proposer une ostéodensitométrie. En dessous de 6 mois, normalement, il n'y a pas d'impact sur l'os, mais ça peut être aussi un point un peu de discussion et de négociation un peu pour l'avenir, un peu pour avoir des arguments pour leur dire, voilà, vous hypothéquez un peu votre capital osseux et vous risquez d'avoir des fractures de fatigue, d'être moins performant, d'être arrêté, etc. Donc, on est à tenir avis rhumato et ou gynécologue, ou les deux. Traitement, juste un petit focus rapide sur le traitement. Et ben moi, j'aurais eu tendance à donner assez facilement la contraception parce que c'est facile, c'est maniable, c'est facile à utiliser. Il n'y a pas d'effet sur les performances sportives. Et puis, ça amène quand même un peu d'œstrogène pour essayer de refaire un peu de capital osseux. Alors, a priori, il y a quelques études qui disent que c'est quand même moins dosé et pas forcément assez efficace par rapport à un THS, qui est quand même peut-être plus quand même un peu moins facile à manier. Par contre, le docteur Maître disait quand même que normalement, l'AMM, c'était quand même à titre contraceptif et que même pour préserver le capital osseux, si on avait un accident thromboembolique chez quelqu'un qui ne nécessitait pas de contraception, eh ben, ça pouvait être casse-gueule. Donc, quand même, en étant à l'ordre et en ayant quelques conciliations de temps en temps à faire, je vous conseille d'être un peu prudent sur l'interrogatoire, les antécédents de thrombose. Bon, normalement, le tabac, pas trop, mais on ne sait jamais, des fois, on a des surprises. Et donc, ouais, il faut savoir que voilà, avec les petits poids aussi, on a des troubles un peu, on n'a peut-être pas parlé, je ne sais plus, au niveau vasculaire, et puis des troubles un peu lipidiques aussi, et même chez les petits poids avec une aménorrhée, on a un bilan lipidique qui peut être, alors chez des très très fines, qui peut être perturbé. Et donc tout ça, avec un contexte familial, peut faire un peu des accidents thromboemboliques qui peuvent être gravissimes pour quelqu'un qui n'aurait pas forcément besoin d'une contraception. THS, jamais utilisé, donc traitement hormonal substitutif, ça ne fait pas rêver, c'est plutôt c'est plutôt en post-ménopause, mais on est amené à en donner un peu de temps en temps, quoi. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Ça va, je ne suis pas trop tard. Le triathlon est un sport de fou, ça c'est sûr, pratiqué par des fous, j'en connais plein, j'en vois plein. Et malheureusement ou heureusement, ou peut-être que j'ai eu l'outrecuidance de penser que je pouvais en faire partie. Donc, à voir encore. J'ai, grâce à mon collègue en face, réussi à faire un triathlon l'année dernière. Cette année, ça va être plus compliqué. Mais voilà, je le remercie aussi. Donc, le sport est un excellent moyen pour la santé. On en a parlé. On rappelle que c'est les courbes, pour la plupart des choses, c'est les courbes en U. Donc, pour la fertilité aussi. Donc, si on fait un peu d'activité, on augmente la fertilité. Si on en fait trop, on baisse la fertilité. Oh, vas-y, dis que je fais mon U à l'envers. Oh, comment ça m'énerve. Oh, je fais ce que je veux, c'est moi qui ai le micro d'abord. Bon, donc une courbe en U inversée alors. Voilà, tac. Donc, ils sont pénibles. Hein. Qui c'est qui les a invités, ceux-là? Donc, du coup, voilà, en tout cas, les bienfaits. Eh ben, ils sont très rapides quand on commence l'activité pour tout, pour le cancer, et pour les cycles, et pour l'os, et pour plein de choses. Et par contre, après, eh ben, la courbe, elle redescend au bout d'un moment, même pour le cœur. Et donc, c'est là où nous, on a notre rôle, au début de la chaîne, pour inciter les gens à faire du sport, et 2, alors, pour les freiner, j'espère que je ne vais pas non plus vous empêcher, vous faire peur de continuer à faire du triathlon, mais je vous encourage aussi, comme Stéphane ou comme d'autres, à être vigilant, à vous connaître et à faire un petit peu attention à vous. Voilà, on ne va pas se mentir, le sport, ce n'est pas toujours bon pour la santé, comme diraient nos enfants.
Donc, eux, ils disent pas que c'est le sport qui est pas bon, Ils disent on va pas se mentir. Hein. Donc, voilà. Donc, je vais pas vous mentir ce soir. Je suis pour l'activité physique, mais l'excès peut être un peu délétère et ça, il faut qu'on soit tous vigilants. Donc, sur le nombre d'heures, sur la récup, on insiste. On n'a pas reparlé, mais toutes les fédés se lancent un peu dans la lutte contre les écrans. Parce que les études, elles disent, on a fait les études avec la Fédé d'athlètes, il y avait un questionnaire écran et chez les athlètes élites, il y en a un tiers à la moitié qui est en sur-entraînement d'écran. Voilà, donc on arrive pas loin. Moi, je pensais que justement le sport était protecteur aussi contre les écrans, un peu, ou pour proposer autre chose. Et puis, pendant qu'on est sur le vélo ou en natation, on n'a pas beaucoup d'écrans. Mais en fait, c'est pas si simple que ça. Et les athlètes sont aussi bien exposés au temps d'écran. Donc, la récup, le nombre d'heures, on fait attention. Donc, ça relève de tout le monde, les entraîneurs, le kiné, le médecin. Et le groupe. Donc, le groupe d'entraînement est très important pour parler de surentraînement, d'isolement, de dopage aussi, on n'en a pas parlé, mais le surentraînement, la fatigue, c'est des voies d'entrée aussi dans des solutions qui ne sont pas bonnes, hein, et notamment le dopage. Donc, l'environnement doit rester protecteur à tout niveau, famille, entraîneur et autres. Donc, n'ayez pas peur de poser les bonnes questions. Les athlètes sont prêts à les entendre. Des fois, ça nous fait plus peur à nous qu'à eux et d'entendre leurs réponses, quitte à se faire aider pour travailler ensemble avec eux et les protéger dans leur activité pour qu'ils puissent avoir une activité le plus longue et le plus saine possible. Merci à vous. Et pour ceux qui n'ont pas fait encore triathlon, jetez-vous à l'eau. Merci Fabrice. Du coup, il est tard. Ouais. Est-ce qu'il y a quand même quelques questions pour Fabrice? Oui. Ouais, dites-moi. J'ai eu l'honneur pendant 20 ans d'être directeur médical du CIO. Enchanté. Nous avons le directeur du CIO parmi nous. L'ancien. Une chose sur l'anorexie mentale versus l'anorexie de l'athlète, on s'est aperçu vraiment chez l'athlète de haut niveau, hein, que l'anorexie de l'athlète, par restriction souvent due au coach, à l'entraîneur, entraînait après une anorexie mentale maladie. Okay. Ça, c'est une chose qu'on a décrite sur les 15 Jeux Olympiques que j'ai pu faire. Okay. On a vu que l'anorexie de l'athlète pourrait dévier, entraîner plus tard. Ça, on s'en est aperçu. Okay. Le premier cas flagrant sur lequel on a étudié, vous vous rappelez, à Sydney, la petite Raducan, la petite athlète roumaine qui avait été prise pour dopage à pseudoéphédrine à l'époque. Vous avez décrit comment son coach, son entraîneur, lui avait sa restriction alimentaire pendant 345 jours, 350 jours par an, hein, où elle mangeait parfois 2 pommes, elle allait voler des pommes parce qu'on ne lui donnait rien à manger. Donc, vraiment, on s'est aperçu, il y a eu des études là-dessus, que, encore une fois, l'anorexie de l'athlète par restriction, souvent due à l'entraîneur ou au coach, entraînait alors l'anorexie mentale, maladie, comme tu l'as très bien dit. Okay. Et la deuxième chose, je voulais dire à mon collègue médecin pompier, c'est qu'on a beaucoup appris de l'introduction de la nage en eau libre depuis Pékin pour la médicalisation du triathlon, lui qui est apparu pour la première fois à Sydney en 2000. Hein. Donc, comme tu l'as très bien dit, la médicalisation de la partie natation du triathlon faisait souvent défaut par rapport au cyclisme ou à la course, et l'introduction à Pékin des nages en eau libre olympiques, où là, on avait une médicalisation beaucoup plus forte, a entraîné, comme elle s'appelle notre présidente Casaldo, de copier un petit peu ce qui est fait par la FINA pour le transposer au triathlon. Voilà, simplement. Ok. Merci du témoignage. De toute façon, voilà l'anorexie, c'est une personne qui rencontre, dans un environnement qui prend les mauvaises décisions dues à plusieurs sphères. Hein. De toute façon, il y a j'aurais pu vous montrer plein de schémas, mais voilà, c'est une personne avec une certaine fragilité qui rencontre dans un environnement particulier, avec des échéances ou des événements de vie. Peut-être ça peut démarrer par de la restriction et après entraîner autre chose. Et tant mieux qu'on arrive à mieux médicaliser et je suis pour l'interdisciplinarité et que toutes les fédés
communiquent, échangent pour que les savoirs ou les idées des uns puissent profiter aux autres, quoi. Donc ça, je pense que c'est hyper important. C'est pour ça qu'on fait ce genre de soirée. Je ne pensais pas qu'on ait autant de succès. Ça fait 3 fois qu'on reporte la date, ou 2, je ne sais plus. Donc, voilà, je suis vraiment ravi de vous voir tous ici. Merci beaucoup encore. Et voilà, plein de professions différentes. Donc, je pense qu'on a besoin de tout le monde et d'être proche des athlètes et de communiquer. Chacun a son avis et chacun a beaucoup à apporter aux autres. C'est bon, C'est tout bon? Donc, merci aux internautes aussi de nous avoir suivis, pour ceux qui ont encore eu un peu du courage. Désolé pour les bugs de démarrage. Merci à la clinique. Et puis, à ceux qui sont en vrai, on va leur payer un coup à boire. Les autres, on essaiera de vous envoyer un petit peu les diaporamas ou de pouvoir revisionner la vidéo. On va essayer de la retoucher un petit peu pour qu'elle soit accessible sur YouTube. Merci à vous. Bonne soirée. À bientôt.